Nous sommes le jeudi 28 novembre, on est toujours sur Twitch parce que c'est toujours là que ça démarre et vous pourrez d'ailleurs pour information retrouver cette émission demain en streaming sur toutes les bonnes plateformes. Il y en a une ou deux qu'on fait pas mais c'est parce qu'ils veulent pas de nous, mais c'est pas grave. Un jour ils viendront à genoux et c'est ça le but. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Guest, une émission où cette semaine je n'ai pas de lunettes. Alors si vous écoutez en podcast vous en avez un peu à la carré, pour les autres vous ferez semblant. Je les ai cassés, c'est des choses qui arrivent, une émission où j'accueille un invité ou une invitée unique qui va nous parler de lui ou d'elle. On va dire lui, hein, à un moment donné. On peut dire lui, on peut dire lui direct à un moment donné. Ouais. C'est pas une surprise, on l'a annoncé sur tous les réseaux. Bonsoir mon cher PV Nova. Bonsoir mon cher Alex Click. Et il y a une chose, avant même qu'on parle de toi, où sont les lunettes? Où sont mes lunettes? Je commence par ça direct. Mais tu fais bien, parce que les gens qui me connaissent des réseaux de YouTube ou de Twitch se disent tiens, il n'a pas de lunettes de soleil. Et oui, je n'ai pas de lunettes de soleil ce soir parce que, écoute, finalement, je me suis dit que je n'allais plus systématiser cet accessoire parce que je me suis rendu compte d'un truc, mon bon Alex, et tu es dans le même cas que moi, on vieillit. Oui, alors ça, oui, c'était, alors pas parce qu'on dit c'était mieux avant, mais parce que là, ce soir, alors on va en rigoler qu'une seule fois et après on passe à autre chose. Pour lire mes fiches, c'est plus... Mais alors, je te jure, ça m'est arrivé ce week-end, j'ai mes lunettes depuis pas longtemps, je sais pas ce qui s'est passé, la vis est tombée, le verre est tombé et je me suis retrouvé, il y a un problème. Et on m'a dit, il faut au moins un bon 10 jours pour recommander, préparer le verre. J'ai dit, ah bon, ouais. Sérieux, vous n'avez pas ça sous la main? Ben non, monsieur. Voilà, donc on s'est retrouvés là. Écoute, moi j'ai des petites lunettes de vue, mais sache que, non, les lunettes de soleil, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que finalement, là, j'approche de la quarantaine, on va en parler parce que j'ai donc 18 ans de carrière sur Internet. Je ne veux pas devenir ce vieux qui met des lunettes de soleil. Tu vois ce vieux dont je parle, le vieux moi finalement, tu vois. Le vieux toi, mais avec des lunettes de soleil. Voilà, je me suis dit, en fait, quand j'ai commencé les vidéos, j'avais 22 ans, et c'était cool. Et quand t'es jeune, c'est cool de mettre des lunettes de soleil, c'est stylé. Donc après, sur scène, je peux en mettre et c'est beau, c'est un accessoire de mode. Mais je voulais pas devenir cette personne qui vraiment n'est plus dans son temps. Donc voilà, j'inaugure avec toi ce soir un nouveau personnage. On va découvrir qu'en fait, j'ai des yeux. Tu as des yeux, tu existes, tu as eyes to eyes. Voilà. Et on en profite d'ailleurs, rien à voir, hein, pour ceux qui nous suivent sur Twitch. Vous avez vu, on a un beau décor de Noël, on a installé ça avec l'équipe. C'est le décor de décembre, il y a un beau sapin de Noël, ça clignote de partout. Ah, merci. Bravo à Pierre et à Vanny qui m'ont aidé. Là, on est parti dans les magasins. J'avais l'impression d'être avec Pretty Woman avec l'équipe. Là, ça revenait tous les... Alex, c'est trop chouette, on peut prendre ça, des gamins. Ah, ça bouge. Regarde ça, par exemple. Ça, c'est exceptionnel. Vous voulez le dire, la grande roue. Alors, elle fait du bruit, si tu veux. On peut passer... Alors, attendez, je vous la fais rapidement quand même, mais... Il y a des thèmes de Noël. Est-ce que tu sens 2 heures comme ça? Oui, non. Non. La vendeuse nous a dit, non mais nous non plus, on mettait pas le son parce qu'on brillait très vite. Mais oui, c'est le soir de Noël. Bah, bref, bon voilà. Donc on s'est amusé un petit peu avec l'équipe. Bon, on a 2 heures ensemble, on est ensemble jusqu'à 23 heures. Et on va parler de toi, d'où tu viens. Pas que de moi pendant 2 heures. Hein. Alors, c'est à peu près l'idée. C'est-à-dire que c'est ton guest. Alors après, si de temps en temps, tu te dis, bon, ouais, ça me saoule, viens, je te pose une question. Pose-moi une question. Non, mais on va parler des gens que j'ai rencontrés. On va parler de qui tu es, d'où tu viens, de ce que tu as pu vivre. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es musicien, principalement, aujourd'hui producteur. C'est vrai. Comédien. C'est vrai. C'est vrai aussi. Le taf de recherche. Alors, c'était pas compliqué, parce qu'on se connaît un petit peu, d'ailleurs. Hein. On a eu l'occasion de faire un Bataclan ensemble. C'est très, très cool. Ça aussi, c'est vrai. Tout est vrai dans cette émission. Pour l'instant, éditorialement parlant, on est pas mal. Ouais. Zéro fake news. Et j'ai envie de dire, ancien youtubeur. Oui, ça aussi, c'est vrai. De facto, ancien youtubeur. Et même ancien motion maker. Pour le on est parti très loin, très loin. Dailymotion, ouais. On a aujourd'hui une activité sur Twitch où plus de 30 000 abonnés, presque 600 000 abonnés YouTube. Tu partages toujours différents projets autour de la musique. Ouais. Également, tu es connu pour tes remixes et tes reprises musicales. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Près de 87 000 auditeurs sur les plateformes de streaming audio. C'est énorme. C'est pas mal. C'est plutôt intéressant. Et puis, on va parler des franglaises aussi. Oui. Parce que c'est aussi l'actualité à fond. On a un petit programme sympa, hein, tu vois. Plein de choses, ouais. Comment le toi a démarré? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, pour ceux qui te suivent, il y a ceux qui disent, moi, il y a 10 ans, ils faisaient ça, je trouvais ça trop bien. Il y a 15 ans. Il y en a qui disent, là, maintenant, attends, bon, ils faisaient des trucs il y a 15 ans. Ah bon, chouette. Moi, je le suis avec les franglaises. Le toi, comment t'es arrivé sur ce qui, toi, t'a propulsé réellement? C'est YouTube? Ouais, Dailymotion, même. Dailymotion, même avant. Hein. Mais avant tout ça, comment t'en arrives là? Tu vois, l'enfant...
comment tu Je vois structures le parcours? Est-ce que c'est un parcours chaotique ou non, je le sentais bien par là. C'est un parcours pas forcément chaotique, mais pas non plus prédestiné à en tout cas être artiste professionnel. Et je pense que j'ai ce truc avec énormément de gens, des millions de personnes en France, si on se limite à la France, qui est une passion pour la musique et les arts en général. Et je vais te dire, jusqu'à la veille du moment où j'ai décidé d'en faire mon métier, je pensais que ça resterait une passion. Parce que je suis né dans une famille d'artistes et de musiciens amateurs. Et pour moi, l'amatorat, c'est pas du tout péjoratif. C'est quand on est musicien amateur, souvent, on fait ça parce qu'on est passionné, donc on fait ça pour les bonnes raisons. Et ce qui différencie d'ailleurs l'amateur du professionnel, c'est pas le talent, c'est le salaire. Donc, moi, quand j'ai commencé la musique, professionnellement, en fait, j'avais un parcours assez long dans la pratique musicale. Et j'ai eu cette chance de naître dans un entourage qui aime ça, qui aime la musique et qui aime les arts en général. Mon papa fait de la photo, ma maman fait de la peinture, et j'ai donc un père qui est guitariste, qui aime le rock, une maman qui est pianiste, qui aime la musique classique, 2 grands frères qui jouaient de la guitare et de la basse. Du coup, j'ai fait de la batterie pour jouer avec eux. Et finalement, après, j'ai suivi un parcours plutôt classique avec des études assez poussées, puisque j'ai fait une grande école de commerce. Parce que moi, je voulais bosser dans la musique, mais je voulais bosser dans la production. Et donc, quand je vais dans les forums, quand je suis au lycée, on me dit, bah voilà, si tu veux bosser en maison de disques, c'est possible de passer par une école de commerce pour apprendre le marketing, tu vois, ou la production. On a à peu près le même âge. Ouais, j'ai 39 ans. Et j'en fêterai 38 dans un mois. Et, oui. Et je viens de cette génération où on nous a quand même bouffé si tu veux réussir dans la vie, l'école de commerce est là-bas. Ouais. Donc tu prends ce que tu aimes, oui, tu le vendras. C'est l'école de commerce, c'est la solution à tout. Je t'avoue que je me posais pas ces questions comme ça à l'époque, parce que je savais pas trop quoi faire. Je savais pas quel métier j'avais envie de faire, contrairement à un de mes frères, par exemple, qui était juriste et qui a fait du droit. Moi, j'étais curieux de l'école. Alors, je suis un amoureux de l'école. J'adorais l'école. J'adorais apprendre. Et ça se retrouve, je pense, dans les premières choses que j'ai partagées sur Internet, parce que c'est de la vulgarisation. Et je continue d'apprendre. En ce moment, j'apprends des langues étrangères, tu vois, quand je voyage. Et ma femme, qui fait une formation professionnelle pour devenir institutrice, professeur des écoles, comme on dit, elle est en train d'apprendre des tas de trucs. Et je suis comme un fou avec elle à apprendre la fonction du mot dans la phrase, à refaire du dénombrement, voir comment on pose des multiplications. J'adore apprendre, je suis un grand curieux. Et donc, l'école ne me faisait pas peur. Et ça marchait plutôt bien, donc je me suis dit, vas-y. J'ai fait cette voie et je suis allé au bout pour me rendre compte que ça ne me plaisait pas du tout. Alors déjà, l'école de commerce était un endroit qui ne m'a pas plu du tout, parce que finalement, c'est pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais vendre des disques et je me suis retrouvé à faire de la finance et des statistiques et du marketing. J'étais là, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et donc, quand j'en suis sorti, j'ai eu la chance de pouvoir dire, papa, maman, est-ce que c'est OK si je reviens à la maison et que là, pendant 1 an, j'essaie d'être musicien, parce que ça commençait déjà à marcher sur Dailymotion et YouTube, et les franglaises, ça commençait déjà un peu à marcher. Je dis là, je le sens plutôt bien, ça va, c'est OK avec vous si je prends un peu de temps. Donc j'ai eu cette chance, qui est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde, d'avoir des parents qui acceptent de recueillir leur enfant de 24 ans et de le nourrir, le loger, le blanchir à 24 ans. Au moment où ils se sont dit, il s'est barré, c'est bon, nickel. En plus, je suis le dernier, je suis le troisième. C'est bon, écoute, on est enfin libre. Ah non, il revient, qu'est-ce qu'il fait? Il repose sa valise là. Ah non, ça va le faire. Ouais. Et après, du coup, je me couchais tard, je me levais tard, parce que tu es artiste, tu fais des concerts et tout. Donc, c'était une chance incroyable, et ça m'a permis finalement d'enclencher ce pas dans ma carrière, puisque je me suis concentré à fond sur cette activité après mon diplôme, et j'ai commencé donc en 2007-2008. J'ai même commencé à publier des vidéos en 2006. Pour te dire, quand j'ai publié mes premières vidéos, le président de la République française, c'était Jacques Chirac. Ok, attendez, on regarde, parce que nous, on a dans l'univers de savoir historiquement, on se retourne normalement vers Vanny, qui est notre cadette, et on lui dit, Vanny, Jacques Chirac, tu l'as? Mais je sais pas si j'étais né. Si. Ah, je pense que tu étais né, il était président jusqu'à 2007. Oui, quand même. Oui, elle était toute petite, mais elle était là. Bon, ouais. D'accord. Merci Vanny, c'était une très belle intervention, merci à toi. On n'a pas d'ailleurs salué Pierre à la réalisation. Vous allez bien, Pierre? Ça va, super, merci. Impeccable, merci à super. vous. Tu en as parlé histoire, il fallait quand même mettre l'équipe. Non, mais tu as raison. Exactement. Raison. Super équipe. Tout ça pour dire, je parlais de Jacques Chirac, transition Internet. Voilà, moi je tombe. Alors, en gros, donc finalement, une carrière de musicien amateur. J'avais des groupes au lycée. J'écrivais des premières pièces de théâtre au lycée avec la troupe qui va devenir la troupe des Franglaises. Mais je faisais ça en parallèle de mes cours. Le soir, le week-end, ça se méritait. Et donc, je faisais ça par passion, uniquement par passion. Et souvent, d'ailleurs, les projets
qui ont marché, c'est ceux que je faisais par passion et sans rien attendre. Tu connais. Oui, et puis même quand c'est un projet où on attend qu'il fonctionne, je pense une fois qu'on a quelques années de bouteille et qu'on crée un nouveau projet, il faut être tout à fait conscient que si tu n'es pas passionné par ce que tu crées, si tu crées quelque chose de façon juste mercantile, ce n'est pas fonctionnel. Si tu prends toutes les grosses entreprises, souvent les mecs croyaient à fond dans leur projet, étaient presque prêts à foutre leur dernier denier, et c'est là où à un moment donné il faut se rappeler de voilà, qu'est-ce que je fous dans ce projet, pourquoi, comment. Mais bien sûr, sans passion, c'est très rare d'avoir quelque chose qui fonctionne. Alors tu me diras, après il y a peut-être des gens qui ne fonctionnent pas par passion, mais... Il y en a qui peut-être qu'ils le deviennent. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on se lance dans la musique, on a une double casquette. Quand on est à son compte, on a une casquette d'artiste et une casquette de producteur. Parce que moi, j'ai pas eu de maison de disque. J'ai jamais eu de maison de disque qui m'a signé. Tous mes albums sont autoproduits. Et finalement, la maison de disque, c'est la mienne. C'est moi qui l'ai montée pour produire mes propres projets. Et donc, là, il a fallu essayer de trouver un équilibre financier. Parce que, papa, maman, j'avais négocié un bail non renouvelable. Et donc, il a fallu que les sous rentrent. Et donc, pour ça, je comptais pas sur YouTube à l'époque. Parce que, donc, on va dire... je veux pas parler de Dailymotion. Je parlais de YouTube parce que c'est là que ça a éclos. Quand j'ai commencé YouTube, c'était impensable que ça rapporte du fric. Mais impensable. Si on doit parler un peu histoire, parce que je dois avoir des gens chez eux qui nous disent « Attends, les Dailymotion, YouTube, c'est quoi cette histoire ?» Si vous reprenez l'histoire de Dailymotion, est une plateforme qui était française, qui fonctionnait très très bien. Je pense qui existe d'ailleurs toujours, elle existe toujours, qui est revenue un petit peu. Elle fonctionnait très bien, aussi bien en vidéo qu'en live. C'est là où on a commencé les premiers lives. Si vous prenez Zerator, MV, moi-même, on était sur Dailymotion à l'époque. Ça fonctionnait d'ailleurs très fort jusqu'à ce que, en fait, le groupe qui avait Dailymotion, je crois que c'est Bolloré, mais j'ai un doute, a tenté de le vendre aux Américains. Et c'est un ministre français, le chat pourrait m'aider, qui a dit stop, on refuse de vendre ça, on n'enlève pas un patrimoine français. Et la plateforme est tombée. Là, et les gens, a chuté et là on est parti sur YouTube, plus Twitch, qui était Justin TV à ce moment-là, là, Twitch sur lequel on est, et qui a été un vrai drame culturel, entre guillemets, parce que Dailymotion, c'était notre plateforme à nous, qui était très cocorico, qui fonctionnait très bien, qui était en train de se scinder, et puis qui avait à l'époque des revenus publicitaires exceptionnels. Alors, surtout pour moi, le je te live. parle d'une époque où il n'y avait pas de revenus publicitaires. Il n'y avait pas encore de revenus. Toi, tu étais encore plus loin du truc. Voilà. Comme ça, je vous mets un petit peu d'histoire dedans. Comme ça, vous comprenez un petit peu le pourquoi du comment. Et là, à ce moment-là, YouTube, c'est tenu par une filiale américaine qui est positionnée en Europe, en Irlande, pour des raisons fiscales, et qui cartonne, qui arrive avec cette liberté de pouvoir faire ce qu'on veut sur YouTube. Et toi, à quel moment tu bascules de Daily à YouTube et pourquoi? Ça s'est fait progressivement entre 2008, je pense, et 2010, 2011, parce qu'on a suivi le public, en fait. Je dis « on » parce que c'était le cas de Cyprien, par exemple, de Bat et Gaël, avec 10 minutes à perdre, du Visiteur du Futur, François Descraques. On s'est rendu compte que le déclin d'une plateforme était de pair avec l'effervescence, l'essor d'une autre, et notamment moi pour des contenus musicaux, parce qu'à la base je parlais pas, je faisais vraiment que de la musique et je chantais en anglais. Je me suis dit pourquoi se priver d'un public anglophone mondial, et j'y suis allé. Mais la particularité de Dailymotion au tout début, pour ceux et celles qui n'ont pas connu, c'était une plateforme de vidéos qui avait une ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'il y avait des gens chez Dailymotion dans les bureaux qui regardaient toutes les vidéos, qui disaient ça c'est cool, et quand ça leur plaisait, ils nous remontaient en homepage, parce que tu avais une homepage qui était éditoriale, qui n'était pas algorithmique. Et c'est ce qui a permis l'essor d'une espèce de team, d'équipe française dont je parlais là. Il y avait donc Cyprien et le Visiteur du Futur, entre autres, avec plein d'autres gens, le Palmacho, toute la team du Velcro à l'époque aussi. Et en fait, c'était hyper valorisant de savoir, parce qu'il y avait très peu de créateurs. Alors voilà, quand tu expliquais en 2007, qu'est-ce que tu fais? Je pose des vidéos sur Internet. C'est déjà compliqué aujourd'hui. Oui. Quand tu dois aller voir ton banquier, que tu démarques, ça commence à marchouiller un peu, ou même quand ça marchouille bien, que tu dis, bon alors, je fais toujours... Le mec te regarde comme ça, fait, alors, on fait toujours les petites vidéos sur Internet? Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'il veut après? Bon, je me suis enchanté, c'est vrai que c'est très carré chez vous. Mais c'était déjà là à l'expliquer. Mais c'était, quand je te disais, c'était impensable de gagner sa vie. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de partage des revenus publicitaires et il y avait des tout premiers partenariats, placement de produits. Je vais te dire, mon premier placement de produit, je pense que c'est 2009. Donc avant, je fais 2 ans de vidéo avec des trucs qui marchent. Je fais une reprise de Rihanna sur Dailymotion. Le truc est repéré par l'équipe de Paris Dernière qui faisait la BO de Paris Dernière. Donc je sors ma reprise sur un disque qui est vendu à l'époque où on vendait encore des disques.
Donc, c'était pas un truc qui était... tu passais pas pour un guignol pour autant, mais par contre, il y avait pas de sous. C'était vu comme le truc fait par passion, quoi. Ouais. Toi, le mec, il a mis sa maquette sur des lits. Premier partenariat, Air France. Ah ouais? Attends. Air France inaugure le gros porteur, l'Airbus à 300, À 380. La 380, la 380 déjà à l'époque. Nautica. Ouais, la 380 qui fait Paris-New York. Pour Ok. fêter ça, il me propose à moi de faire des morceaux, de créer des morceaux originaux pour que les gens fassent dessus des lip dubs. C'était à la mode. Ne juge pas, c'était à la mode. Tu as vu mon regard? Oui, je t'ai vu. Alors, moi, Il je s'est fais partie perdu de derrière tous moi. ceux qui ont tenté de faire des trucs en lip dub et qui ont dit non, ça marchera jamais. Bah, ça a marchera marché un jamais. temps. Ouais, c'est chouette, c'était rigolo. Et donc, concours de lip dub et la personne qui gagne un aller-retour Paris-New York en A380. Classe quand même. Donc, moi, il me demande 3 morceaux de 2 minutes. Donc, je fais 3 compositions avec 3 clips publiés sur ma chaîne et j'ai gagné des sous pour ça. Et j'étais incroyablement fier d'avoir ça. Donc, 3 vidéos, Air France, 300 €. Et puis, 300 € le budget. allô? Allô, voilà. Attends, là, c'était un message pour Air France. Écoutez, faudrait revaloriser là. Parce que c'est pas les prix actuels, heureusement. Ce qui est fou, parce qu'en fait, c'est vrai que c'était ce côté-là. C'est-à-dire qu'au début, les marques ont dit allez, tiens, on file un petit billet au gamin. C'est un peu ce côté-là. Pourtant, c'est Air France, quoi. C'est pas la petite marque du coin, Ouais, quoi. Et en fait, eux, ils se sont dit tiens, on verra bien si ça marche. Mais j'étais ça très marche pas. content, moi. Mais toi, Je tu vais te devais dire, être parce comme que un je te fou. dis, c'était pas normal. Enfin, je veux dire, c'est comme si je faisais des dessins dans ma chambre, tu vois, d'ado, et qu'on me dit, on va te payer pour tes dessins. Combien? 10 balles. Waouh, incroyable. Donc, quand ça a commencé à apparaître, ce genre de partenariat de placement produit, je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose pour en faire une partie de mon métier. Mais on va y revenir. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait 18 ans que je fais des vidéos, donc Dailymotion, YouTube et maintenant Twitch. Et ça n'a jamais été mon métier. Et tant mieux, parce que ça reste le truc un peu passion que je fais. Oui, parce que toi, c'est musicien de base. Oui, mon métier, c'est la Ton musique. métier, c'est la musique. C'est à la fois des études pour envisager d'être producteur. Voilà. Donc, tu es passé par musicien, puis Dailymotion, YouTube, Exactement. Twitch. Et il y a un moment donné où tu as basculé dans la production aussi, parce que tu t'es dit, j'ai pas de label qui va me suivre. Les codes des labels, c'est des fois un petit peu compliqué. Et tu t'es dit, allez. En fait, ça correspond moi, je suis apparu dans la vie professionnelle à un moment où il se passait 2 choses en parallèle. Je vais t'en parler rapidement. C'était le sujet de mon mémoire de fin d'études. J'ai fait un mémoire de fin d'études sur la démocratisation de la création sur Internet. On est en plein dedans. À l'époque, il se passait 2 choses. C'est-à-dire qu'il y avait l'accès au home studio qui devenait possible, c'est-à-dire s'enregistrer chez soi et faire des trucs corrects en termes de qualité de son, et l'accès à la diffusion qui était possible, avec justement Dailymotion, mais aussi MySpace. On sort des cadavres ce soir. On est parti. MySpace. Allez, on a tous eu un MySpace à cette époque-là. Le fameux MySpace, le blog. Tom, Attendez, je regardais, j'ai tourné le regard là-bas. Vanny, elle m'a regardé, elle a dit un quoi? un MySpace. Un MySpace. C'était le Skyblog des musiciens. C'est le Skyblog des musiciens. Skyblog? Non, Très plus. bien. Ok. Et à l'époque, on dirait un vieux, tu sais. Bon, écoutez-moi Mais bien. c'était il y a bien avant. 15-20 ans. Ouais. À l'époque, Skyrock avait une plateforme, le Skyblog, il permettait en fait à tous les jeunes de pouvoir avoir son blog où tu pouvais poster une photo. Tiens, cet après-midi, je suis allé au château avec des copains, etc. Moi, je fais du rap et je voudrais qu'on m'écoute, etc. Et tu avais le MySpace et c'était le côté très artistique. MySpace, c'était à MSN. Ah, peut-être. Alors ça, Je j'ai me pas la ref, demande mais si c'était c'est pour pas, diffuser voilà, et tu pouvais diffuser de la musique ou suivre tes musiciens préférés. Et le premier groupe qui s'est fait connaître par MySpace, c'était The Arctic Monkeys, qui était, ils se font repérer. J'arrête de regarder Vanny parce que je pense que ouais. Oui, Bah, alors je gros sais. groupe de rock. Viens, on se Gros regarde groupe, que ouais. tous les deux. Ouais. Gros groupe de rock. Ouais, qui est sorti en, je pense, 2006. Et donc, ils se sont fait repérer sur MySpace. Moi, j'avais tout ça. Et pourquoi est-ce qu'on parle de MySpace? Oh là là, on s'est perdu. Non, parce que tu Caramel, dis que justement, c'était ASV. MSN, Tu l'as, le ASV? Oui, ASV. ouais, c'était Caramel sur les fameux forums Caramel. Ouais. Hein, là, Voilà, je vais te dire 39 M Nantes. Ouais, je vais te dire 38 M Nantes. Et Voilà. voilà. Comme ça, on est pas mal, on se comprend, on s'entend. Il y en a chez eux qui D'ailleurs, ils pour ont le brillé chat- ou quoi, les deux là? Pour le chat ASV. Voilà. Voilà. Ah Pour oui, ceux le qui chat. comprennent. Est-ce que pour ceux qui comprennent, est-ce qu'on peut avoir un petit ASV? Voilà, si vous êtes Ah, sur ça les va nous podcasts. faire du bien. Voilà, si vous êtes sur les podcasts, vous pouvez mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à mettre votre ASV, qu'on sache si vous avez compris. Voilà. Bon, on en était là. Oui. On en était là, des tout début. Et donc, mon métier, oui, c'est ça. Mon métier, c'est de faire de chanter sur scène et de faire des disques.
Et donc, j'ai fait mon premier disque moi, en 2011. Et en parallèle, donc 2008, 2009, 2010, c'est l'ascension des Franglaises. Et donc, c'est depuis 15 ans maintenant, les Franglaises qui est mon métier au sens salaire du terme. C'est ce qui me fait gagner ma vie. Il y a un moment où YouTube m'a rapporté des sous, il y avait des partenariats, mais tout cet argent a été réintroduit dans des projets que j'ai produits, des projets de chœur, des disques pour moi, avec les autres, etc. Donc c'était en fait, c'était pas ce qui me nourrissait à la fin du mois. Les Franglaises, si on doit présenter les Franglaises en quelques mots. Les Franglaises, c'est un spectacle musical, humoristique, qui est basé sur des traductions littérales de standards anglo-saxons au français. Et c'est un spectacle que j'ai monté avec mes copains, des copains que j'ai rencontrés pour la plupart dans des cours de théâtre quand nous étions collégiens. Donc on parle de 1998. Zidane, doublé, Coupe du Monde. On se rencontre, on fait des choses ensemble, on fait un premier spectacle, un deuxième, et en 2008, on joue dans un petit café, un cabaret musical, avec dedans des chansons traduites de l'anglais au français, avec beaucoup d'humour, de second degré, voire de mauvais esprit, parce qu'on traduit tout très littéralement. On fait des blagues sur des traductions que les gens... quand on sait que les gens connaissent le texte original, on change un ou deux mots. Par exemple, Did you think I'd crumble sur I Will Survive devient Est-ce que tu crois que je fais du crumble? Ce genre de... Tu dois adorer les détournements, tu sais, quand les détournements auditifs des chansons. Ah, qu'est-ce que ça me fait mourir de rire. Et puis quand on te le fait comprendre, après ça reste. Oui. Oh là là. Les hallucinations auditives, Ah oui, là. Ce c'est soir, j'ai les pieds exceptionnel. qui puent, quoi. C'est ça. Ce soir, j'ai les pieds qui puent. Voilà. C'est sur Scorpions, Still Loving You. Non, mais je regarde pas là-bas. Regarde so pas. strong that Voilà. I can get through. En vrai, mais bon. Et depuis 2008, c'est quand même 1500 dates et À peu près, plus d'1 million de spectateurs. Ouais, c'est vraiment un projet de pote. Quand je dis c'est un projet de pote, c'est pas une blague. C'est vraiment... Dedans, il y a Pipo. On s'est rencontrés en maternelle ensemble. Et quand on a lancé ce projet, c'était même pas un projet de pro. Il y a des gens qui n'avaient jamais chanté sur scène, qui chantaient pas très bien, des gens qui n'avaient jamais joué d'instrument de musique. Mais on fait ce truc parce que ça nous fait marrer. Long story short, histoire longue courte. Oui, du coup, on parle des franglais, je peux pas parler anglais, ça se fait pas possible. On monte ce spectacle entre copains, et puis, chose qui arrive rarement dans la vie d'un artiste, la mayonnaise prend et le spectacle plaît, et on finit par trouver un producteur en 2010, Blue Line, avec qui on travaille depuis maintenant 14 ans. Je fais un développé très rapide, après on peut en parler beaucoup plus en détail, parce que c'est une histoire de dingue qui fait aujourd'hui vivre 40 personnes. Un délire avec 3 copains dans une cave à la base. Hein. Revenons à l'histoire de la passion. Oui. Non, tu sais, bon, on le fait, on verra bien. Ouais. Ah bah, c'est ça. En fait, c'est au début, vraiment, on était 3, on avait une guitare, et on chante Bienvenue à l'Hôtel Californie, et on chante Billy Jean n'est pas mon amante, elle dit que je suis le 1, mais le gosse n'est pas mon fils. Ça nous fait marrer. En plus, on découvre un peu le sens des chansons. On se rend compte qu'Hotel California, c'est une chanson hyper triste, qui est finalement une allégorie de l'addiction à la drogue. On dit, waouh, il y a plein de trucs à faire. Non seulement il y a une profondeur, tout ça, et on décide d'en monter un spectacle. En fait, on part de ça pour créer une histoire avec des personnages qui vont s'entrecroiser, et donc on en fait une pièce de théâtre. C'est pas juste un concert, parce que le concept, il est cool, mais il se suffit pas à lui-même, très franchement, sur 2 heures. Et donc, on crée toute une histoire. Et alors, je vous invite à aller voir ce spectacle, vous, chez vous, parce que c'est la dernière tournée. Ça fait 15 ans que ça tourne. On a décidé de s'arrêter en sillonnant là actuellement toute la France jusqu'à l'été. Et on aura 2 Olympias en décembre pour clore cette belle aventure. Donc, c'est un projet de copains qui prend. On se fait repérer par des producteurs dans la rue. Ça, c'est une vraie histoire. On jouait en marge des concerts. On était là avec notre guitare, avec la housse de guitare ouverte, avec des mecs qui déposaient des pièces, ou des fois des punks à chiens qui vidaient leur bière. On a eu ça, tu vois. Un mec qui venait, il vidait sa pinte de bière dans notre truc, tu vois. On dit, ok, bon. Et on a des trucs, c'est pour moi. Et un jour, 2 types un peu plus grisonnants, bedonnants, la soixantaine avec les bras croisés, qui nous regardent pendant qu'on jouait, et qui nous disent, faut qu'on parle. Les jeunes, je crois qu'ils ont dit ça. Et c'était un producteur et le directeur des Francopholies de La Rochelle. Et donc, on a embrayé sur une carrière qui finalement est dingue. J'ai fait des trucs dingues. Donc, on a eu un Molière avec ce spectacle. On a fait des salles incroyables. On a fait plusieurs fois l'Olympia. On a joué devant 10-15 000 personnes. On a fait 1500 dates. Tu vois le genre de truc. On est passé. Le spectacle passe à la télé. C'est une machine en plus qui est rodée parce que 1500 dates, 40 personnes. Ouais. Maintenant, on a doublé. Je sais pas toutes si les les gens équipes. se rendent compte, c'est une sacrée mécanique à avoir. Il y a très peu de spectacles aussi lourds que le nôtre. Et les spectacles aussi lourds que le nôtre, c'est des grosses productions
françaises comme Starmania ou internationales comme Le Roi Lion, etc. Donc bon, c'est même encore J'avais plus. parlé de du gens, Roi ça. Lion, qui Oui. est un carton aussi bien Ouais. sur la version courte à Walt Disney que sur la version à Mogador. C'est pas tout à fait comparable parce que nous, on a moins c'est moins grandiose, mais c'est plus français, plus théâtral et plus. Enfin, c'est un peu comment dire, la comparaison qui revient souvent, c'est un peu, vous êtes les Monty Python à la française. On est dans la ligne des Robin des Bois, du Splendide, même c'est une vraie troupe de théâtre et c'est un truc. Je vous invite à le voir. Donc ça passe à la télé de temps en temps. Là, on a refait une captation, donc ça va encore plus passer à la télé. Et j'ai fait des trucs dingues. On est allé jouer chez Michel Drucker, chez Laurent Ruquier, chez Nagui, chez Patrick Sébastien. J'ai fait le plus grand cabaret du monde, mec. Mais non, Je te jure. tu as vu Patoche. J'ai vu Patoche. Et alors, il est sympa, Patoche? Eh ben franchement, humainement, bon, sur les rapports qu'on a eus, bah, gentil, tu vois, mais je Ouais. peux pas me prononcer parce que tu sais pas, je vais pas te dire. Tu le oh, connais voilà. pas personnellement, c'est pas un copain, quoi. Voilà, c'est pas un copain. Mais ce que je peux te dire, c'est que les conditions d'accueil des artistes du plus grand cabaret du monde sont les meilleures conditions qu'on ait jamais eues. Dans le respect de la performance, le fait que tu aies des répétitions, ça dure 2 jours, un tournage du plus grand cabaret. Ok. Tu viens le lundi, le mardi. Tu fais le lundi, le répète toute la journée. Tu as toute l'équipe technique qui est dans le public. Ils te font faire ton spectacle. Ils disent OK, on a vu ça, on garde. Mais dans le doute, est-ce que vous voulez proposer d'autres choses qu'on puisse rajouter à la dernière minute, tu vois, genre un truc improbable. Donc tu passes une demi-heure, 1 heure sur scène avec eux. Le lendemain, tu reviens. Tu tournes sans public pour avoir une sécu au cas où il y a un problème. Alors, dans notre cas, bon, une fausse note, ça fait pas de mal, mais tu as des trucs de cirque qui peuvent être foirés, des tours de magie qui peuvent être foirés. Et après, tu retournes en public et tu es hyper bien accueilli, hyper bien guidé. C'est assez dingue parce que c'est rare Et c'est d'avoir. que des Je connaissais pas la internationaux. mécanique Ah bah, c'est un truc de comme dingue. ça. Après, ça C'est m'étonne les pas seuls. parce que c'est aussi le plus grand cabaret du monde. Il y a eu un travail sur l'excellence des artistes internationaux, beaucoup d'artistes du cirque du Bah, Soleil, on était les etc. seuls Français. Hein. Donc C'est il y a hyper tout un international. côté où tu te dois d'accueillir les gens dans le respect. Maintenant, je pensais pas qu'il y avait, tu vois, la répète, plus le tournage à vide, plus avec public. Ça devait être impressionnant en plus. Ouais, bah, c'était pas notre première télé, mais ça restait quand même au début de la carrière professionnelle des Franglaises, donc on était un peu dans nos petits souliers. Et il y a un truc qui était rigolo, c'est que tu sais que dans cette émission, donc c'était le samedi soir sur France 2, animé par Patrick Sébastien, un truc comme 10 millions de téléspectateurs. Ah oui, parce que ça a été un carton. Les gens aujourd'hui, des fois, t'entends, oui, oh, Patoche, machin. Ça a été pendant Non, mais longtemps, le jour de l'an, le machin, le Ouais. bidule. Le plus grand cabaret, c'est le plus grand cabaret. Le plus grand cabaret du monde. Alors je vais parler à la génération de Vanny, c'est 10 GP Explorer en même temps. Voilà. Voilà. Je mais, parle avec, des unités. mais avec un mec qui est sur un bras et qui fait soulever une assiette avec le pied. T'as l'idée. Ouais. Ah, c'est bon, elle l'a. C'est bon, impeccable. Et alors, il y avait un truc très drôle, c'était la chanson de la fin de Patrick Sébastien. Parce que à la fin de chaque émission, Patrick Sébastien jouait un titre. Il chante une chanson de Il sa chante- composition. Voilà. Le mec est un génie dans le sens où il s'est dit, moi, j'ai toujours rêvé d'être chanteur, je suis Ah bah, il a une animateur émission adulé. 10 millions. Écoute, attends. il y a 10 millions de personnes, j'en profite, je pousse la chansonnette, et il a vendu quand même pas mal d'albums. Et donc, à chaque fin d'émission, il disait, hey copains, on y va, et encore une journée de passé. Et puis, alors, par contre, je voudrais bien l'envers du Bah, décor. en C'est-à-dire, fait- est-ce que tout le monde baisse les yeux ou qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a un truc où il te dit bon, alors les artistes, après, on vous rappelle pour faire ça. Donc, c'était pas vraiment une question, genre, est-ce que vous voulez participer? Est-ce que ça vous tente? C'était tu viens, Ouais. puis c'est tout. Et donc, nous, on s'est dit, oh, c'est chaud quand même, ça correspond pas à notre ligne éditoriale. et on s'est dit, bah, tant qu'à faire, si on le fait, puisqu'on va le faire, autant le faire à fond. Et donc, on a décidé de jouer le jeu et donc d'être là, physiquement présent, et de vraiment être à fond. Et donc, au milieu du morceau, on a lancé une chenille. Oh. Ah bah oui. On s'est dit, c'est Patrick Sébastien, c'était le moment. Et donc, on a lancé une chenille. Et moi, je vois cette scène incroyable où il y avait des danseurs et des acrobates de tous les pays dans des costumes très colorés. Et je suis en train de faire une chenille sur France 2 en direct. Et voilà. Je sais Enfin, ce que pas c'est. en direct, oui. Je sais ce que c'est. Avec Gaël, on a créé une chenille au Bataclan. Oui. Et je crois qu'on n'était pas prêt à voir ça. Quand tu vois tout le monde en chenille, tu dis oh, je fais quoi? Qu'est-ce que je viens de faire là? C'est voilà. Et tu vois le regard, moi je me rappelle du regard d'Hélène, la directrice du Bataclan, en haut, en mode qu'est-ce qu'il fait? T'es en train de faire une chenille au Bataclan là, Alex? Oui, c'est nous. Bah, une bonne chenille. Ah, une bonne chenille. Ça, on en fait plus Ouais. comme ça. Pas des comme ça, ouais. C'était mieux avant. Donc voilà, ça fait partie des trucs de fou. Alors après, il y aura forcément d'autres anecdotes qui vont me revenir, mais c'est un spectacle voilà, à voir. On est en tournée, donc vous allez sur lesfranglaises.fr, il y a toute la date de tournée. On va à peu près dans toutes les grandes villes de France, en tout cas la plupart, et on fait des très belles salles. On fait quelques zéniths et quelques très belles grandes salles.
Il y a quand même, entre-temps, pas mal de vues sur YouTube. C'est-à-dire que si on revient sur cette partie-là aussi, il y a quand même des vidéos à plus de 19 millions. Oui, Je pense à une en oui, particulier. oui, oui. Bah, il y a la reprise de Daft Punk qui est donc à quasi 20 millions. En fait, si tu additionnes avec le clip, on dépasse les 20 millions de vues. Je suis le premier surpris, hein, je vais te dire. Moi, quand j'ai commencé sur YouTube, je faisais de la vulgarisation musicale, donc ça, on pourra aussi revenir là-dessus. Et au bout d'un certain temps, j'arrive, donc c'était en 2013, je pense. Je me dis, tiens, là, j'ai dépassé en cumulé 10 millions de vues. Ce qui était déjà beaucoup, hein. En 2013, il y avait peu de gens, surtout sur des contenus artistiques, qui atteignaient ces sommes. Et je me suis dit, bah, je vais fêter les 10 millions de vues en faisant une reprise un peu spéciale. Et donc, je me suis dit, je vais faire une reprise de Get Lucky, qui était le single du moment. Et je vais la découper en plusieurs styles musicaux. Et tiens, pourquoi pas faire un truc chronologique, parce que ça m'amuse de voir l'évolution entre le blues, le jazz, puis le rock, le rockabilly, les années 80, les synthés, les années 90, les années 2000, 2010. Et c'est un projet qui est assez fou. Donc, c'est une reprise qui contient 10 reprises à l'intérieur d'elle-même. Et je me suis dit, ça va jamais marcher. Et ça a tellement jamais marché que ça a été le plus gros succès que j'ai jamais connu en termes de visibilité. Alors, ça m'a pas rapporté un rond, parce que c'est un contenu qui ne m'appartient absolument pas. Mais je suis fier d'avoir donné des royalties à nos compères de Daft Punk, parce que c'est un groupe que j'adore. Et ça m'a fait... c'était rigolo, parce que c'était une petite période qui a duré quelques semaines, quelques mois, où ça faisait le buzz. Et ça faisait le buzz à l'international. Donc, j'ai fait des interviews pour la télé allemande. J'ai été interviewé par le Huffington Post, mais le Huffington Post de New York. Je suis passé à la télé suédoise, la télé portugaise, des journaux un peu partout dans le monde. Et je faisais ça dans le jardin de mes parents, tu vois. D'un appartement que je venais de quitter parce que j'avais mes premiers salaires en 2013. Bon, j'étais déjà parti depuis quelques temps quand même, mais c'était un truc où, contrairement à Twitch, où tu as un contact direct avec la communauté tout le temps, où il y a même des meet-ups, des événements comme le Road to Bataclan, où tu vois les gens. Là, je ne voyais jamais mon public, je ne sais pas qui c'était. Je ne sais pas qui étaient ces 15 ou 20 millions de personnes. Mais ça me faisait marrer, parce que ça m'a fait plaisir de partager avec les gens. Et on revient au plaisir. Moi, la raison pour laquelle je fais des vidéos, c'est pour me marrer en ayant l'espoir que ça puisse faire marrer d'autres personnes. Il y a aussi cette facette où YouTube t'a permis de rencontrer 2-3 personnes cool. Oui. Là, on peut parler de 2-3 anecdotes quand même, parce que Ouais. y a des trucs où moi, je me mets à ta place. On va reparler de 2-3 personnes, mais il y a des fois où il fallait changer le slip. Alors, le slip, je ne suis pas allé jusque-là, mais oui, la chemise, en tout cas, parce que le stress, les auréoles, ouais, avec... d'abord, sur ma chaîne, brièvement, et le premier invité, qui était quand même un truc de fou, c'était Kezia Jones, qui est venu donc chez mes parents, hein, dans le studio au fond du jardin. On t'a dit l'histoire, on t'a dit « Allô, ça te tente ?» Oui, c'est ça. C'était quelqu'un de la maison de disques de Kezia. Je l'appelle Kezia, c'est un pote. Il a pris le thé avec ma mère. Qui est quelqu'un de la maison de disques qui m'a dit, on a vu tes vidéos, on trouve ça super. Donc eux, ils croyaient en Internet, tu vois, à une période où c'était encore un média un peu pas mainstream en tout cas. Et ils m'ont dit, est-ce que ça te dirait que Kezia Jones vienne jouer de la musique chez toi? J'ai réfléchi, je dis oui. Je sais pas. Je sais pas. Non, évidemment, oui. Et donc, il est venu, il a participé à mon format qui s'appelait Les Expériences musicales. C'était une vidéo sur le blues. Et derrière, moi, j'ai un coup de fil de mon copain Wax. Pas longtemps après, c'était la période à peu près 2013, de période de Get Lucky. Et Wax me dit, écoute, est-ce que ça te dirait qu'on monte une émission tous les deux? Je dis, bah vas-y, chaud, on va trouver un truc, on va trouver une idée. On trouve un concept qui s'appelle le comité des reprises, qui consiste à inviter des artistes pour reprendre leurs morceaux, mais dans des versions qui sont des reprises que nous, Wax et moi, avons arrangées. Et donc, on fait ça, on fait un pilote avec Philippe Catherine. Tu sais, c'était le Schtroumpf. Ouais, je l'ai. Bah, oui, moi, je suis assez fan de Philippe Catherine, donc oui, c'est très cool. Complètement déjanté. Ouais, pareil à la ville comme à la caméra, mais très gentil. Et moi, je suis fan aussi. C'était quand même un peu plus de niche à l'époque. Mais Putain, le mec, on fait le pilote avec... en un mois, il a Philippe Catherine dans le salon avec Kezia Jones, tu vois. Bon, je vais aller me coucher. C'était chouette. Complètement fou. Donc, on fait ce pilote, on va voir Canal+, et Canal+ nous dit « Ok, banco, on a envie de développer ce truc-là qu'on appelle YouTube. » Donc, on crée une chaîne qui s'appelle Comité des reprises. Et on a fait 3 saisons. Donc, il y a un nombre
d'épisodes inégales d'une saison à l'autre, mais en gros, on a une trentaine, je pense, d'épisodes, avec 20 guests, parce qu'il y avait des épisodes sans guests. Et on se débrouillait, nous, pour avoir les artistes, avec un réseau qui commençait à grandir. Canal+ nous a même pas aidés du tout, mais on chope d'abord un premier... comme ça, en copain de copains, on chope les casseurs-flotteurs, donc Orelsan et Gringe, qui après peuvent nous recommander à d'autres. On fait 2 émissions avec Big Flo et Oli, et là on commence à faire des artistes français super cool et internationaux super cool. Donc Charlie Winston, Célassou, The Do, je vais en oublier, il y en a tellement, c'était incroyable. Arthur H, et on a notre premier artiste international qui arrive assez vite, qui est Aloe Black, I Need a Dollar, tu vois, super chanteur, hyper cool. On a donc après Célassou, c'est vrai qu'elle est internationale. On fait une vidéo avec Carly Rae Jepsen, tu vois, Call Me Maybe. On va tourner dans un hôtel près de... Elle pouvait pas venir dans l'appartement, enfin dans le tournage qui était en banlieue parisienne. Je comprends pas pourquoi. Elle pouvait pas prendre un Uber comme tout le monde. Pas prendre un Uber, merde. Carly. Donc dépêche-toi. On va dans un hôtel. C'est celle qui, si vous ne l'avez pas, c'est celle qui chante à l'arrière d'un camion sur son piano. Non, t'as jamais vu le clip? Elle fait ça à la fin? Oui. Moi, je me souviens juste du moment où... Genre, non, je l'ai confondu avec l'autre. Non. Vanessa Carlton ou... Oui. And I could walk 1,000 miles. Okay, oui, non, bon, Carly Rae Jepsen, elle nettoie sa bagnole mais non, c'est bon, je l'ai. en faisant une parodie. Moi, je sais pas. J'étais sur la petite rousse qui fait du piano à l'arrière du pick-up. Non. J'avais pas la bonne. C'est Call Me Maybe, je vais pas la chanter parce qu'après, je vais Parce que c'est sûr que la première, moi, je la connais, elle vient au beurre. Ça, c'est même en région parisienne. Donc, on avait tourné dans un hôtel de luxe à côté de Place de l'Étoile à Paris, bref. Et on développe encore le truc. Et en saison 3, on tourne pas beaucoup de vidéos, mais non, il y avait Breakbot. Et il y avait will.i.am. Ça, c'est quand même... Ça, c'est très cool. Tu fais un feat avec will.i.am. Il y a quand même une aura. Ouais. Cool. En vrai, il a cette aura où tu es là où tu dis « Ah, je veux que ce soit mon pote. » Il a l'air vraiment pété. Ah ouais? Ouais, il plane un peu, il est un peu dans son monde, il écoute la version qu'on a fait, il fait « Ah, c'est cool », il prend la session, c'était Pro Tools, il commence à regarder, à mettre ses petits trucs à lui, c'est un producteur aussi, donc il met sa patte. Moi, je regardais, je prenais tout ce que je peux prendre comme info. J'apprends vite. Ok, ça, ok, t'as bon, malin. Oh, il existe cette option, c'est trop chouette. Ouais. Et très gentil, très disponible, qui était chaud pour faire des prises, que ce soit hyper bien. Et on termine cette émission par Sting. Donc là, on joue plus dans la même cour. Non, c'est-à-dire que là, c'est le bras droit de Dieu qui arrive. Oui, Et alors l'équipe autour, le management, ils te mettent pas en confiance. Ah merde. Parce qu'en gros, ils sont là avec une attitude. Bon, on a accepté de faire ce truc là pour YouTube. On espère que vous n'êtes pas des tocards. On a tant de temps. Il arrive, il check tout. C'est son équipe qui fait les balances. L'équipe est pas marrante du tout, mais pas désagréable. Mais genre que pro. Ouais, tu sens que c'est la minute à l'américaine, quoi. Ouais, donc c'était un staff anglais ou américain, je sais plus. Par contre, lui, une crème. Lui, une crème, c'est ton tonton. Enfin, c'est un mec, c'est Sting, quoi. Il est vraiment gentil, vraiment humain. Il a un petit mot pour nous. Il écoute d'abord la version qu'on fait. Donc moi, je te jure, j'avais une auréole qui allait du bout de mon t-shirt à l'aisselle et qui descendait après jusqu'à mi-côte. J'ai jamais été dans un état de stress comme ça. Vraiment, je te jure. Mais alors que lui, encore une fois, nous mettait en confiance. Et donc, il écoute la version qu'on avait fait avec Wax. Et il nous dit des compliments hyper gentils, genre « Ah, c'est très joli ce que vous avez fait, sympa, bien vu ce passage et tout. » Vraiment, humainement, super, super cool. Et donc, on fait ça. Et après, on se regarde avec Wax, avec Baptiste Fioroni, le réalisateur, et avec Mathieu Joly, qui était arrangeur et ingénieur du son. Et on se dit « Putain, on l'a fait, quoi. » On a fait... on a joué avec Sting. On a joué pour Sting. Et j'ai même fait des bacs. Moi, je chante un peu, je fais des petits chœurs derrière, tu vois. J'ai chanté avec Sting. On a chanté avec Gala aussi, mais c'était encore avant. On a fait une reprise, j'ai chanté Fried from Desire. Tu viens quand même Gala. de comparer Sting et Gala, quoi. Non, je compare pas. J'ai fait une association d'idées ils ont cramé la planète là à cause de toi, là. Ça y est, c'est fini. Non, c'est pas la même Sting catégorie. qui chante Fried from Desire maintenant. C'est pas... Ça pourrait être pas mal. C'est pas la même catégorie, évidemment, mais c'est une association d'idées dans le genre des trucs un peu what the fuck, comme on a apporté Internet.
j'ai chanté Freed from Desire avec Gala. Et ça m'avait beaucoup fait marrer. Voilà. Mais non, Sting, c'est au-dessus de tout. Après, dans les échanges humains qu'on a pu avoir dans les émissions, il y a les gens avec qui on passait plus de temps. Parce que les artistes qui venaient et qui restaient dans le studio l'après-midi, forcément, il y avait plus d'échanges. Louane, hyper gentille, tu vois, hyper bienveillante. Il n'y avait que des gens comme ça. La plupart des artistes sont vraiment gentils. Et en tout cas, ce que j'ai vu, ce qui est intéressant, parce que donc tu côtoies dans le travail 20 artistes pendant la plupart du temps un après-midi et tu vois comment ils sont. Il n'y a pas de touristes. Hein. Il y en a parmi les confirmés, tu n'as personne qui est là par hasard. Qu'on aime ou pas, le point commun, c'est des bosseurs. Ouais, ça bosse. Mais des bosseuses. Ça Et bosse. puis là, en fait, Sting, il a carrément eu son staff qui lui minute le truc en mode il n'est pas là pour perdre son temps. Ouais. Voilà, faut, Mais tu comprends. Bim, bam, boum, c'est Sting, on déconne pas. Ouais. Voilà, vous avez 30 minutes avec lui, 40, 20. Faut pas, voilà, les gars, vous chiez pas dessus. Ouais. Et ça vous mettez pas en confiance non plus en disant, doucement, quoi. Tellement gentil que il a rencontré la maquilleuse qui était la maquilleuse du comité des reprises sur le tournage, alors que on était allé à Lille parce qu'il jouait dans le grand stade de Lille, et donc c'était avant le show, 1 heure avant le show. Il rencontre donc notre maquilleuse qui est hyper gentille et il a sympathisé avec elle et il l'a embauchée après. C'est sa maquilleuse maintenant quand il vient en France parce que il l'a trouvée sympa et compétente, et tu vois, c'est le genre de gars aussi qui est cool et qui il lui a pas demandé ce qu'elle avait fait, tu vois, il n'a pas demandé son CV. Elle dit c'est cool ce que tu fais, allez, on y va. C'est cool, viens. Et Ouais. donc voilà, elle l'a suivi partout. Anecdote incroyable sur Carly Rae Jepsen. Donc, Call Me Maybe. Oui, bah c'est bon, Je l'ai l'ai dans la maintenant. tête, Oui, c'est- bah oui, c'est I bon, just je l'ai met maintenant. you, boy, this is crazy. C'est bon, c'est sorti. Je fais le tournage avec un t-shirt blanc sur lequel il y a marqué Amour, Amour, Amour. Assez simple, qui était fait par une marque, c'était des Canets qui avaient lancé leur marque, une petite marque, on avait sympathisé, ils m'avaient envoyé ce t-shirt gratuitement. J'ai dit, oh, trop bien, c'était un des premiers trucs que j'avais gratos avec Internet. Avec les 300 balles d'Air France. Avec les 300 balles d'Air France. J'aurais préféré l'aller-retour New York Paris. Maintenant que je Mais le ouais, dis. parce qu'en fait, moi, je m'attendais Ouais. tout à l'heure à ce que tu dises. Oh la vache, ils m'ont fait faire ça et j'ai été un des premiers à monter dans la 380 en Mais business. Tu te dis, ils auraient pu t'offrir un aller-retour en business. Ah non, ça vaut beaucoup trop cher, mon petit pote. Ouais, 300 balles, désolé. c'est mieux. Donc, on fait le live, donc qui est disponible. Vous pouvez voir mon magnifique t-shirt. Et à la fin du live, Carly, qui était... je l'appelle Carly maintenant. Carly, qui était hyper gentille, me dit j'aime bien ton t-shirt. Elle le dit comme ça sur un ton léger. Je lui explique, je dis c'est des copains qui font ça, c'est en France et tout, c'est du coton bio avec des encres pas trop toxiques pour la planète. Et je lui dis, sur un ton badin, si tu veux, je peux demander pour que tu en aies un, tu vois. Et elle me dit, c'est super, tu vois ça avec mon manager. Et effectivement, il y a ce mec à côté très gentil, lui, qui me file sa carte. Donc, je dis ça au Canet qui faisait des t-shirts. Je dis, bon, écoutez, il y a une star internationale qui aime bien vos t-shirts, vous pouvez lui envoyer un truc. Ils envoient au manager. Et voilà, fin de l'histoire, je pensais. Mais 2 mois après, 1 mois, 2 mois, j'étais passé à autre chose. Je vois un courrier, Airmail, le truc, tu sais, de la poste par l'avion. Et j'ouvre, et c'était une carte de remerciement qu'elle avait écrit, elle, à la main, pour me dire merci beaucoup, j'ai bien reçu le t-shirt, tu transmettras à tes amis que c'est super gentil, machin. La nana, tu sais que tout lui est offert. Ouais, tout le temps. elle pourrait rien en avoir à carrer. Et pas des elle a t-shirts à pris le 15 temps balles. d'écrire. C'est par SMS. Et oui, elle a pris le temps elle a pris le temps de faire une carte. Ouais. Que j'ai tout de suite scanné, je l'ai envoyé aux gars, ils trouvaient ça super mignon. Donc ça, tu vois, c'est des trucs que tu te dis, bon, il y en a quand même... T'as quand même des gens qui humainement ont la classe. Pour les plus jeunes, parce que pour ceux qui ne savent pas, une carte postale, c'est du papier. Non, parce que c'est pas important. C'est du papier avec lequel vous utilisez un stylo. Pas un stylet, un stylo. Et vous écrivez des mots avec de l'encre, ça sèche, vous l'envoyez à un copain par la poste. Voilà. Ouais, merci. Je revenais là-dessus, Non, mais on t'as ne sait raison. pas. On a des fois des gens un peu jeunes qui... voilà. Non, mais bien sûr. J'ai vu le regard de Vanny. Quoi, une carte J'ai jamais vu du papier. Voilà. Bon. T'écrivais au Père Noël. Merci, Vanny. Merci. Il y a oui, d'ailleurs, Vanny, tu mettras ta petite lettre au Père Noël. Vanny, je crois que cette année, elle a demandé quoi? Une Ferrari. Voilà, on en est là. On n'a pas commencé décembre. On a notre nouveau décor qui veulent déjà des Ferrari et des Xbox. Voilà, c'est pour vous dire. Bref. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, tu avais tout ça. Il y avait des gens que tu as regretté, pas que tu as regretté, tu aurais voulu recevoir dans cette émission.
certaines Que personnes ça. en mode mon top 5, c'était eux. Ah, le top 5, il est inaccessible parce que moi, j'écoute énormément de musique anglo-saxonne. Donc, ah si, alors derrière, moi, alors, sans jalousie aucune, parce que quand il arrive un truc cool aux copains, je me dis, bah, c'est super et je ne suis pas jaloux. Mais c'est vrai que Wax, juste après, pour d'autres occasions, il a fait une vidéo avec Chester et Linkin Park. Me dit, j'aurais bien été une petite souris, tu vois, là, pour venir proposer un petit truc. Mais voilà, je suis pas super heureux pour lui, mais je me dis ça, j'aurais quand même bien kiffé. Après, moi, dans les groupes que je préfère... On peut Si faire tu veux, j'aurais le peut-être- nouveau Linkin Park, si tu veux. Ouais, pourquoi pas, ouais, c'est vrai, ouais. Les groupes que je préfère, j'aurais été peut-être intimidé. À part, moi, les groupes coup de cœur, tu vois, des fois, j'ai ramené une des premières émissions, on a fait venir un groupe qui s'appelle Gush, qui n'a pas une carrière ultra connue, mais qui est un groupe français extra. Et donc, moi, j'étais trop content de les avoir, mais c'était pas mes idoles. Le truc, c'est quand tu me mets une idole en face, moi, voilà. C'est dur de collaborer avec quelqu'un qu'on idolâtre ou qu'on. Bah, c'est compliqué pour les qu'on chemises. se- Hein. Bah, au-delà des chemises, il y a aussi ce côté où tu te dis est-ce que je serai à la hauteur, est-ce que je vais faire comme il faut, et puis est-ce que cette personne va toujours me plaire. C'est pas, Ouais. c'est pas évident quand Ah. tu vois. Ça, ouais, alors je pense pas tellement à ça, mais c'est vrai que je me dis que dans un rapport artistique qui se vaut égalitaire, c'est-à-dire que quand tu joues avec un artiste, quelque part, peu importe ce que tu as fait avant. Même si c'est une captation, à la base, c'est du spectacle vivant, et donc c'est un moment qui est une parenthèse où tu fais abstraction de tout ce qui s'est passé avant, et là, c'est deux humains qui sont sur un pied d'égalité, qui vont communiquer pour créer des sensations et des émotions qu'ils vont partager à d'autres gens. Et donc, si t'as pas ça, si t'es pas sur un dialogue d'égalité, mais que tu te retrouves à regarder la personne avec des grands yeux, la performance sera moins bien. Et je pense que finalement, la vidéo avec Sting, je joue pas hyper bien, je chante pas hyper bien. C'est bête, mais c'est un peu le stress, quoi, le trac, hein, on connaît tous. Et en parlant d'idoles, parce que avec les Franglaises aussi, on a rencontré donc, beaucoup de monde, qui étaient des gens avec qui on ne partageait pas la scène, mais on partageait des festivals et on se croisait. On a eu des moments très mignons, avec notamment une rencontre avec Pierre Perret. Alors là, Pierre Perret, c'est pas forcément le truc dont je suis fan là, mais le moi d'il y a 8 ans qui chantait les jolies colonies de vacances, qui sait que Pierre Perret a vu son spectacle, il a bien kiffé. Pareil, on a joué devant Pierre Richard, on a joué devant Chantal Lobby des Nuls, on a joué devant plusieurs membres Ça, c'est très des cool. Robins des Bois. Tu fais genre, waouh. Et Chantal Lobby qui te dit j'adore, vous êtes la relève, merci les jeunes. Merci Chantal. Merci. C'est cool parce que ça veut dire que tu grandis aussi avec. On grandit tous avec notre génération d'artistes. Et quand toi, tu deviens artiste, tu te dis si je pouvais être la moitié de ces gens-là. Et quand ces gens-là viennent te voir et te disent c'est chouette, bravo à vous. Il y a cette espèce de reconnaissance des pairs. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et la reconnaissance même dans ce métier, elle est hyper importante parce que quand un public applaudit à un concert ou quand quelqu'un vient te voir en disant j'adore tes vidéos, tes chansons, j'ai grandi avec ou je les écoute, ou même ce titre m'a touché, c'est hyper touchant. Moi, on pourra en parler si tu veux, j'ai un rapport complexe avec cette position dans laquelle tu es en tant qu'humain quand tu es artiste, parce que la reconnaissance, c'est super, mais la célébrité, globalement, je m'en passerais bien, comme beaucoup de gens. C'est-à-dire être connu, reconnu en tant qu'humain, je m'en fous. Après, que ma musique soit connue et diffusée, ce qui est compliqué, c'est que souvent les deux vont de pair. Et c'est aussi pour ça que pendant longtemps, donc je mettais des lunettes de soleil tout le temps, pendant longtemps, c'est-à-dire jusqu'à il y a 1 heure, parce que j'ai toujours pensé ma carrière comme étant la carrière de PV Nova et pas de Paul Victor. Moi, je suis Paul Victor et quand je suis sur scène, ou quand je suis avec toi, là, je suis PV Nova, c'est-à-dire que c'est un personnage. Je viens du théâtre, moi, j'incarne un personnage, même sur scène. C'est pas, tu vois, j'essaie Les de... lunettes, c'est une partie, c'est un espèce de C'est un masque costume, qui te ça. protège, toi. Nous portons des masques, comme C'est- disait dans le film The Mask. The Mask Splendide. 1994, The Mask. Tic-tic-attends, tic-tic-attends, tic-tic-attends. Si tu ne le connais pas, eh ben écoute, Tu l'as pas tu as de la chance que tu vas Jim pouvoir Carrey, découvrir The Mask. Le seul mec qui va au late night show et qui dit cette phrase exceptionnelle. On lui dit mais pourquoi vous avez une grande barbe? Il lui dit et il lui répond en anglais c'est pas la question, c'est pas pourquoi j'ai une longue barbe, c'est pourquoi j'ai une longue barbe et je continue de me raser les poils des couilles. Tout le monde explose de rire. Audimat à 3 millions, 4 millions de personnes aux États-Unis et le présentateur devient tout blanc en mode
Et lui, il est mort de rire, Jim Carrey. Voilà, exceptionnel. Tu peux regarder la filmographie de Jim Carrey, Ah ouais, tu vas The kiffer. Mask, mais tu as aussi Eternal Sunshine of a Spotless Mind, qui est exceptionnel, aussi bien en termes de musique qu'en termes d'acteurs. Bien sûr. Voilà, n'hésite pas. Et puis, Tu as. Un peu plus de niche, Dumb and Number ou Ace Ventura. Voilà. Mais bref, tous ceux qui ne connaissent pas encore The Mask, ben, vous avez de la chance, parce que vous allez pouvoir le découvrir. Avant Jim Carrey, la reconnaissance. On oui. était sur le fait que tu En fait, portes un espèce de masque qui te protège, qui protège Paul Victor, ouais, où les gens sont sur PV Nova. c'est ça. Donc, en sortant de scène, en enlevant ses lunettes de soleil, ouais. tu redeviens Paul Victor. Et en mode, on va me laisser aussi tranquille. Il y a un peu cette partie-là de dire, voilà, il y a l'artiste et puis il y a l'homme. Ouais. Là, je pas mes lunettes, donc je suis pas l'artiste. Et alors ça, tu vois, c'est un truc auquel ma génération, la génération avec laquelle j'ai commenté sur YouTube a été confrontée. Parce qu'on a tous joué sur ce fil du boy next door ou de la girl next door, qui était une sorte d'intimité qui était dévoilée, qui créait une familiarité et donc un attachement aux créateurs de contenu. Ça te retrouve encore sur Twitch. Aujourd'hui, c'est ultra important. Toi, tu vois, tu as un décor, mais c'est parce que c'est ton kiff et que tu es arrivé jusqu'au moment où tu peux te permettre un décor. Mais la plupart des gens sont chez eux, dans une intimité. Tu apprends à connaître la personne, tu passes du temps avec elle. Ça crée des relations parasociales qui sont pas toujours faciles à gérer. Et tu vois qu'en fait, là où ça a poussé le délire, c'était, donc dans mon mémoire de fin d'études, je parlais de l'amateurisme professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un moment où, quand tu voulais percer sur YouTube, il fallait que tes contenus soient dans un amateurisme apparent maîtrisé. C'est-à-dire que tu mettais en scène ta chambre, ton truc, tu vois, on voit les vidéos de Cyprien, par exemple, qui était dans son studio, et d'autres qui étaient comme ça. Squeezie, c'était le cas aussi. Quand ils ont signé chez des producteurs Webedia, ils ont recréé en studio des décors qui ressemblaient à une chambre, pour montrer à quel point c'était important, ça faisait partie du truc. truc. Tu offres en fait à ta communauté un bout de l'intimité en disant je suis comme toi. Bien Regarde, sûr. tu pourrais être cette personne demain. Entre-temps, rigole quand même un peu, mais il y a ce côté où tu offres cela. Moi, tout ce que j'ai voulu casser avec ce studio aussi, parce que je me suis rendu compte dans les dernières années où je livais depuis la maison que mes enfants rentraient n'importe comment, etc. Et je voulais pas ça. Je voulais en fait enlever, moi, cette partie-là, en disant, voilà, c'est aussi un taf. J'avais besoin, moi, de montrer que on fait des choses de façon pro, de façon sympa, et puis d'avoir mon truc à moi. Tu vois, quand tu es à la maison, il y a ce côté où, une fois que tu es devenu papa, tu es avec ta femme, tes enfants, quand tu es dans la pièce d'à côté, c'est jamais la même chose que dans un milieu professionnel. Mais par contre, oui, c'est ce qui fait que aussi une partie des gens ont grandi avec Squeezie, avec Inox, Inox Bien très sûr. dans l'actualité en ce moment, avec Cyprien, avec Norman. C'est aussi ça, c'est Bien qu'ils offraient un bout de leur intimité. Et cette intimité a toujours plu. Il y a un super film d'ailleurs sur le Loft, qui est sorti sur Prime. Ouais. Je ne sais plus son nom, mais super film là-dessus, qui explique aussi pourquoi les gens aiment rentrer dans l'intimité des gens. En disant, tu vas au-delà de simplement voir le visuel. Tu rentres un peu dans sa vie, tu as un peu l'impression d'en faire partie. Ouais. Et je vais juste compléter ta liste avec Natou, Manon Bril, Charlie Danger, parce qu'il ne faut pas oublier les nanas qui sont là aussi depuis le début, et il y en a beaucoup. Mais donc, cette intimité fausse, mise en scène, crée un attachement que je comprends. Parce qu'en fait, moi, quand je découvre un créateur ou une créatrice de contenu, quand on n'est pas beaucoup, tu sais, ce moment où tu as une pépite et on n'est que 30 sur le stream, que 30, c'est déjà beaucoup, 30, il y a beaucoup de gens qui... Voilà. Ou alors un artiste qui a 50 écoutes sur Spotify, ça fait du bien. T'as l'impression d'être un peu VIP. Mais oui. C'est moi qui l'ai découvert. Ouais. Non, mais on a tous ce truc-là en nous. On a tous, et c'est ce qui nous fait dire un jour cette fameuse phrase, c'était mieux avant. En fait, c'était mieux avant, sous-entendu quand c'était un peu à moi, quand je le partageais pas ou que je le faisais découvrir, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose, moi, je sais que je suis obligé de jouer sur ces codes, parce que je suis notamment donc, sur Instagram et sur Twitch, sur des plateformes qui jouent de ces codes. C'est-à-dire, là, sur Instagram, sur TikTok, même, les contenus qui cartonnent sont des contenus filmés avec la caméra... miroir, tu vois, la caméra selfie, c'est pas bien filmé. Il y a un amateurisme apparent, mais qui est ultra maîtrisé. Les influenceurs ont tout à fait les moyens, et même la plupart du temps, ils ont des super caméras, mais ils n'utilisent pas ça tout le temps parce que d'avoir des outils qui sont les mêmes que ceux de ta communauté te permet de créer un lien.
Et tout Internet s'est codifié avec Alors, ça. je pense qu'il n'y a pas que ça. Pour connaître un peu le système, et au-delà de ça, il y a ce côté où tu as besoin de montrer à ta commu que tu es comme eux. Mais il y a aussi une énorme méconnaissance technique. C'est-à-dire que demain, quand on a des caméras comme on a au studio, ce sont des caméras qui demandent que quelqu'un de compétent sache les régler et où il y a très peu de mode automatique. Donc en fait, tu es sur des caméras où il suffit pas de prendre son iPhone ou son dernier Samsung et de filmer, il filme tout en auto, il gère les ISO tout seul. Tu es sur des caméras qui ont un peu plus de complexité et dans le filmage et dans le montage. Ce qui fait qu'en fait, c'est une énorme perte de temps quand quelqu'un doit sortir, au vu des algorithmes, 3-4 contenus par jour. Donc en fait, l'iPhone, qui est celui sûrement le plus utilisé à l'heure actuelle, est en fait une énorme facilité aussi parce que, au-delà du fait d'être le truc que tout le monde peut avoir, l'IA dans le téléphone te permet de filmer de façon tellement propre. Tu vois, on en parle, hein, la plupart des caméras qui filment cette émission sont réglées par Pierre à la réalisation, mais on fait les réseaux sociaux avec l'iPhone. C'est Vanny qui gère Oui, parce non, que ça, c'est simple aussi, tu tout vois. à fait d'accord, bien sûr. Il y a cette partie, mais je suis d'accord avec Moi, toi je pensais pour les sketchs, les trucs en dur, plutôt les réels, tu vois, les trucs comme ça. Mais il y a aussi ce côté où c'est aussi simple et que ça te permet aux gens de dire s'il y a une erreur, on dira pas, parce qu'on est aussi dans un univers où on aime rappeler aux gens qu'on est meilleur qu'eux. Internet fonctionne aussi comme ça, dire attends, moi j'aurais pas fait ça, techniquement tu te rapproches plus de ça. Et bah c'est aussi se cacher, c'est rassurant. Tu peux filmer, ça tremble, j'étais à l'iPhone, hein. Voilà, il y a ce côté, oh papa, je vous ai fait ça vite fait. Et au moins, on t'embête pas aussi sur le contenu. On te dit pas, bon, alors attention, ce que tu as utilisé tel appareil, moi je l'aurais pas réglé comme ça. Ça se voit. Je pense que c'est un tout. Je pense qu'il y a ça aussi. Mais il y a aussi la facilité aujourd'hui de certains téléphones qui sont devenus des machines de guerre. Bien sûr. Et c'est vraiment très très agréable. Maintenant, tout ce truc-là, toi, tu as YouTube, tu as les franglaises. Mais pas que, parce que tu as quand même développé pas mal de choses sur Twitch, aussi bien en tant que musicien présentateur, si je peux dire ça comme ça, mais aussi en tant que producteur. Oui, et ça fait depuis maintenant 4 ans. Ah bah c'est là à peu près, c'est octobre 2020 que je suis allé sur Twitch. Et la raison pour laquelle je suis allé sur Twitch, c'est parce que cette plateforme est géniale. Et... je vais détailler un peu plus ce truc. Oui, ça suffit pas, c'est génial. Non, ça suffit pas. Parce qu'on le savait déjà. En fait, j'avais perdu, avec l'évolution de YouTube en tant que plateforme, je m'y reconnaissais plus. C'est-à-dire qu'en fait, je suis allé sur YouTube, moi, pour une bonne et simple raison, qui était tout est possible. Tout restait à inventer, il n'y avait personne, il n'y avait pas il y avait très peu de musiciens, il y avait très peu de créateurs de contenu, et je me suis dit, ok, je me sens libre et j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'expérimenter. C'était un espèce de bac à sable que j'ai découvert, et je me suis dit, ok, on va se marrer. Et finalement, ce bac à sable, pour X ou Y raison, il a évolué, et en 10 ans, il est devenu quelque chose extrêmement codé. Maintenant, les miniatures, enfin, tu vois bien que les miniatures, c'est toutes les mêmes. Elles reposent sur tout le même principe. Les studios sont tous les mêmes, les durées sont calibrées, les thèmes sont souvent les mêmes. On sait ce qu'on fait pour que... Enfin, on sait ce qui va marcher. Et alors, ça ne garantit pas à quelqu'un qui se lance que ça fonctionne, mais ceux qui ont une audience établie sont devenus quelque part un peu comme la télé, avec des recettes appliquées. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. S'ils sont heureux, ça me va très bien. Seulement moi... en tant qu'internaute, je me perdais un peu parce qu'il y a toujours des contenus hyper bien originaux, mais l'algorithme me les filait moins. Donc j'en veux un peu plus à l'algorithme, de moins me faire découvrir des pépites et des trucs, tu vois, un peu que tu peux pas voir ailleurs. C'est ça que je voulais voir sur YouTube. Moi, c'était des contenus originaux. C'est quelque chose qui te change de ton quotidien, mais pas de façon... Est-ce que tu as l'impression que YouTube est devenu un peu plus abrutissant ? Je dirais pas ça parce que ce serait une remarque un peu passéiste ou un peu... parce que déjà, il n'y a pas un YouTube. En plus, on a chacun des algorithmes et tout. Mais moi, mon utilisation de YouTube maintenant, elle est beaucoup plus axée musique, découverte de musique et axée tuto. Mais il y a des super créateurs et des super créatrices tout le temps qui émergent. Je ne veux pas cracher là-dessus. Mais globalement, sur l'ambiance globale de la plateforme, je ne m'y retrouvais plus. Et puis, moi, j'avais un peu l'impression d'avoir... fait le tour de ce que ça m'apportait en tant qu'artiste. Donc, une lassitude, je me suis éloigné de ce truc. J'ai fait des concepts qui étaient assez poussés. Tu vois, j'ai fait 2 fois un album en live. Je faisais des albums, c'était avant Tip Stevens, où je me filmais à faire un morceau en un jour et le lendemain, tu avais le making-of et tout. Je faisais des trucs où je m'amusais avec cet outil. Je me disais, OK, on a un truc, tu postes une vidéo, les gens peuvent la voir, ils peuvent la commenter. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Et donc, au bout d'un moment, ça m'a lassé et je
découvre que sur Twitch, en 2019-2020, arrivent des gens qui ne font pas du jeu vidéo. Au début, c'était interdit, tu le sais. Oui, au début, c'était très compliqué. C'était même interdit. Quand tu te faisais choper en train de parler, Tu te faisais chasser. out. Fallait que tu joues en même temps, en fait. Ouais. Tu blablatais, et c'est tout le débat du départ de dire oh, vous regardez quand même pas des mecs qui jouent à des jeux vidéo et qui blablatent en même temps. Écoute, si on blablate seulement, on est mort. Alors, faut courir. On trouve un truc. Et des fois, on jouait à des trucs, au départ, ça n'avait aucun sens. C'est-à-dire que... Je vais faire un petit démineur. Écoutez, oui, tout était bon. J'ai jamais vu autant de gens jouer à Farming Simulator à un moment donné, quoi. Mec, c'était dans une moissonneuse-batteuse, et hop, à la caméra en grand à côté, et puis je joue, hein. Attention, je joue, là, j'ai mis le pilote automatique, on y va. Mais oui, parce que, et puis ça a évolué, la plateforme a évolué aussi, parce qu'elle s'est rendu compte que les gens ne recherchaient pas que ça. Après, le positionnement de base était un positionnement très anti-télé de base, c'est-à-dire qu'il fallait peu d'autres contenus, de peur de voir arriver des gros producteurs qui disent allez, let's go, ce qui était le cas à une période, créant des émissions sur tout et rien comme à la télé. Et ça a été très compliqué. Et puis, il y en a qui ont réussi à prouver le contraire. Tu vois aujourd'hui un talk show comme Popcorn, exceptionnel, d'un nombre de vues record, des invités records, enfin voilà, très intéressant et où la communauté l'a très bien accueilli. Et toi, c'est ce qui t'a séduit. Ce moment où tu t'es dit, tiens, sur Twitch, on n'est pas obligé de faire que du jeu vidéo. En fait, je découvre ça et je vois qu'en fait, c'est tout reste à inventer parce que c'était le début. Et c'est là où ça m'amuse. Moi, je me dis, ok, il y a potentiellement un endroit où je peux aller. Donc, avec mon expertise de production audiovisuelle, je me dis, tiens, ok, je réfléchis à un setup un peu original, mais il a fallu que je crée mon setup. Alors, j'ai appelé des gens en disant, attends, comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire de la musique en direct? Donc là, chez moi, j'ai 4 sources de vidéos, 3 caméras et le partage d'écran pour faire de la musique en direct. Donc, ça nécessite de ne pas prendre trop les ressources de l'ordi. Donc, j'ai pris l'Atem, comment ça s'appelle un Atem Mini. L'Atem Mini Pro 2 pour envoyer mon flux vidéo. Et donc, alors, si je on me suis dit, explique, ça, je te mets une petite pause pour expliquer Ouais. aux gens. Quand vous diffusez du contenu sur Internet, au départ, on a commencé tous avec les webcams C920 de chez Logitech. Logitech, on peut citer la marque parce qu'en fait, ils ont explosé le marché à ce moment-là. Et ça rentrait en USB. Plus on a avancé, plus on a voulu faire des images jolies. Si vous prenez dans le studio, on a 2 Blackmagic Studio 4K, un A7S3 de chez Sony, un A7 IV. Et dans ce fait-là, ils envoient tous des sources ou en 1080 ou en 4K. Ce qui fait que quand ça arrive sur votre ordinateur, l'ordinateur qui va encoder pour envoyer sur Twitch, le bordel, s'il a autant de sources compliquées, il va commencer à ramer. Oui. Et là, on s'est Parce qu'il faut faire tourner Farming Simulator en même temps. Il faut faire tourner Farming Simulator en même temps, il y a l'audio, il faut synchroniser tout ça, etc. Donc il y a plusieurs types d'écoles. Il y a ceux qui mettent sur les plateaux souvent 2 PC, un PC qui reçoit toutes les images et qui a en fait une carte d'acquisition interne qui est souvent de chez Blackmagic, parce que c'est aujourd'hui, ça fait partie des plus gros du secteur, et surtout qui travaillent aussi aux États-Unis énormément dans le cinéma, dans les talk-shows, dans les plateaux, et qui ont vendu énormément avec les PTZ aux églises américaines, parce que c'est des gros. C'est aussi de eux qu'on s'est inspiré, parce que c'est les plus gros diffuseurs de live au monde, les églises américaines. Souvent, ils ont 2-3 PTZ ou des gros trucs, du Latem, et bam, et ça tabasse, et tous les dimanches, on est comme ça. Et en fait, votre ordinateur doit pouvoir recevoir ce flux. Si vous mettez le flux tel quel comme ça, il va pas aimer. Donc souvent, il y a ou 2 ordis. Le premier prend les caméras, il l'envoie au deuxième avec le son et on diffuse. Ou alors, on est malin et Blackmagic a trouvé que le marché du stream et de la diffusion live, même pour les entreprises, est exceptionnel. Et il propose pour à peu près 600 balles un petit appareil qu'on appelle un Atem. Vous branchez toutes vos sources vidéo, ça en sort une seule. Et c'est d'ailleurs un appareil comme ça qu'on utilise ce soir pour la réalisation. C'est ça qui fait la réal en direct. Qui fait la réal en direct. Et donc là, il fallait que toi, tu trouves une solution, parce qu'avec 3 caméras, aïe. Aïe. 3 caméras, et puis des sources de son qui viennent de l'ordi, et puis moi, dans un micro ou autre. Donc voilà, il fallait mixer 2 sources audio, 4 sources vidéo. Ça tombe bien, c'est exactement ce que fait la Thème Mini Pro. Et j'avais la solution technique, et je me suis surtout, une fois que j'avais ça, projeté dans qu'est-ce que j'aimerais faire. Et donc, je me suis mis à lancer des programmes. Toutes les semaines, il y avait un nouveau programme. On essaye des trucs, tu vois, pour dire je m'en fous si ça marche ou pas. C'est-à-dire que je vais revenir un peu à YouTube. J'étais, moi, sur un période qui correspondait à un plateau en termes d'audience. Alors, j'ai jamais trop regardé mes statistiques parce que je préfère essayer de faire la part des choses. Et comme c'est pas mon gagne-pain, je les regarde pas assidûment. Mais je voyais quand même, je sentais que on avait passé le moment de découverte et d'extase.
Je m'étais à l'expérience musicale numéro 27. J'avais fait 2 albums en live, toutes les émissions du monde, les machins. Donc là, je sentais ce plateau m'indiquait que aussi chez les spectateurs et les auditeurs, bon, bah, il y avait une espèce de lassitude. Et donc, plutôt que de continuer pour forcer le truc, pour essayer de gagner de l'argent, etc., j'avais envie de repartir de zéro. Et quand tu as une chaîne avec 600 000 abonnés, c'est compliqué de proposer des nouvelles choses. Tu te prends des fours. Dès que tu proposes un truc original, bah, si ça plaît, tant mieux, mais si ça plaît pas, bah, c'était mieux avant, t'as changé. Des trucs qui peuvent être vexants, tu vois. Les phrases typiques merdiques. Ouais. Mais oui, non, mais ça... je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte aussi que t'as beau avoir une chaîne à 600 000 abonnés, les commentaires, en tout cas les commentaires, tu peux pas y échapper. Et même les gens qui te mentionnent sur X ou sur Insta, tu les vois. Et donc les critiques négatives, tu t'en prends, et des critiques positives d'ailleurs, mais on sait que sur Internet, c'est extrême dans les deux sens. Et puis tu vois plus souvent le négatif que le positif. Quand tu as 20 personnes qui te disent « Ah, c'est génial ce que tu fais », tu te dis « Oh, ils sont polis ». Quand on a un qui dit « C'est de la merde, t'es un connard, j'espère que tu vas crever ». Alors, étrangement, t'as un peu plus les yeux dessus quand même. Ouais, bah oui. D'ailleurs, l'enfer que c'est pour les créatrices, où là, il y a encore moins de filtres et donc s'en prennent toute la journée. Voilà. Alors moi, j'ai une histoire à propos de ça. Je citerai pas le nom de la créatrice, parce que je le garderai pour moi. Mais j'ai une amie créatrice, et c'est le cas. Et plus elle a pris en visibilité, plus elle s'est retrouvée, par exemple, avec un fléau. C'est les mails, les lettres d'amour. Et c'est un enfer. Et elle galère à sortir de ça. Où en fait, elle dit, mais je ne donne aucun signal. J'anime des émissions. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est très, très connu. Et qui dit, j'anime des émissions, ça se passe bien, etc. Sauf que, en fait, je me retrouve avec... J'ouvre aucun signal, etc. Et des fois, c'est malaisant parce que, en fait, j'aime bien ces gens-là. Ils sont chouettes. Mais en fait, ils sont en train de rentrer dans une part de moi-même où limite ça m'inquiète, vu les discours y a des de gens qui disent voilà, je te lâcherai jamais, je serai toujours là pour toi, même si tu veux plus de moi, en disant mais attends, voilà. Donc tu vois voilà. Pardon, et donc c'est hyper dur. Et ça, je sais que c'est pour en avoir discuté avec beaucoup de créatrices de contenu, c'est quelque chose qui revient. C'est-à-dire cette facette où, en fait, comme tu rentres dans une partie de l'intimité du créateur, sur Twitch, sur YouTube ou ailleurs, il y a ce côté où tu dis mais si, je te connais. Oui, c'est cette fameuse relation parasociale. C'est cette relation parasociale où tu as ce côté où tu es sûr d'être proche de la personne. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'il y a des mots comme ça, où en fait, comme tu as l'impression que c'est un pote, des fois, tu lui parles comme un pote. En mode, t'as chié. Non, sans déconner, fais-nous un truc propre. Mais sauf qu'on n'est pas potes de base, en fait. Moi, je viens animer une émission pour toi, je viens faire un peu le saltimbanque, etc. Ça t'amuse trop bien, ça t'amuse pas. Par contre, tu me le rappelles bien, quoi. Je te dis, c'est des choses où je pense que les spectateurs, auditeurs, viewers, peu importe comment on les appelle, ça dépend de la plateforme, ne se rendent pas compte à quel point c'est impactant. Et donc, moi, j'avais envie d'esquiver ça. J'avais envie d'éviter des remarques, mais de profiter d'un nouveau bac à sable. Et donc, je découvre Twitch et je me dis, go, vas-y, je me lance. Et donc, les premières semaines, vraiment, chaque live était un nouveau concept. J'ai lancé des débuts de podcast, d'interviews de musiciens. J'ai fait des émissions où je reprenais des thèmes des chansons connues à la manière de musique de film. J'ai fait de l'impro au piano, des émissions où j'écoute les morceaux des gens. Des émissions où j'ouvre des paquets de cartes Magic parce que j'adore les cartes Magic. On pourra en parler aussi, je suis un énorme fan de D&D et de Magic et de jeux de société en général. Donc, voilà, des fois j'ai peint des figurines et c'est ça qui m'a plu, en fait. T'as aimé ce côté où quand tu lances un live, tu retrouves des fois les mêmes personnes. J'adore la ça. Première, je les appelle un peu les ultras, mais les gens que tu gardes, moi je vois 15 ans après avoir débuté, Bien sûr. je croise des pseudos. J'ai le smile, ça refait ma journée. Je dis, tel, ça va ? Bien sûr. Tu dis, et parce qu'en fait, ils t'ont offert aussi dans l'autre sens une part de leur intimité parce que ça fait 15 ans qu'ils sont là, 10 ans, 8 ans, 3 ans, mais ils ont donné un peu d'eux-mêmes et ils ont autant eu la confiance en toi que ta confiance en eux. Donc toi, tu te donnes, mais ils se donnent aussi. Bien et sûr. tu retrouves ces gens et tu dis, Des gens qui passent du temps et qui même font de la modération, dans l'extrême majorité des cas, bénévolement. Et ça, voilà, c'est l'autre chose qui m'a plu sur Twitch. Il y avait l'aspect libre, en tout cas, dans le jeu vidéo, c'est peut-être un petit peu codifié maintenant. Je ne dis pas qu'il faut faire comme ça, mais les streams peuvent se ressembler dans les habillages, les overlays, les jeux qui sont joués, etc. Mais quand tu es artiste sur Twitch, et donc je ne suis pas le seul, il y a des artisans aussi, il y a des gens qui dessinent, il y a des gens qui sculptent, des gens qui fabriquent des objets, des luthiers, tout ça.
Dans ce microcosme qui est un peu le autre, tu sais, il y a Just Chatting, il y a musique, il y a tellement rien en musique que Et genre... autres. Oui. Oh. Et bah en fait c'était très libre. Et l'autre truc qui m'a plu, l'autre comment dire phénomène qui est intrinsèque à la plateforme, c'est le rapport à la communauté qui est différent et qui est plus sain, je trouve, que sur YouTube ou Instagram, parce que on est dans un vrai échange où on discute ensemble, les gens reviennent. Le fait que ce soit donc la communauté qui assure la modération, c'est une espèce de responsabilisation aussi. Je ne saurais pas t'expliquer, mais ça m'a fait plaisir de passer de vidéos qui avaient 500 000 ou 1 million de vues, où j'étais attendu au tournant, à des lives où on était 150 et je faisais ce qui m'amuse. Parce que finalement, on y revient. Moi, la vidéo, c'est un plaisir et c'est pour ça que je fais ça. Donc, à partir du moment où c'est plus devenu un plaisir, j'ai arrêté. Et je ne dis pas que j'ai tourné cette page de YouTube. J'y reviendrai peut-être si j'ai des envies et des choses qui m'amènent là-dedans. Mais mon truc, là, c'était Twitch. Donc là, j'ai fait beaucoup de tournées en octobre-novembre. Je n'y suis pas allé. Par contre, septembre, en retour de vacances, j'étais trop content de lancer un live. Ça m'a fait super plaisir. Et je voyais les pseudos qui arrivaient, les gens de la première heure, et ça m'a trop fait plaisir. Sincèrement. Et parce qu'on se connaît un petit peu, c'est aussi des gens que tu aimes voir en vrai. Notamment la partie de la modération, des gens que tu croises régulièrement, etc. Où toi, tu mets un point d'honneur de dire, tiens, on va aller faire une bouffe. On va Alors, se voir. J'ai pas poussé le délire de la bouffe, mais c'est vrai que j'en ai croisé. D'ailleurs, au Bataclan, pour le Road to Bataclan, enfin, t'as une voix là, pardon, au Bataclan, j'ai un de mes modos qui m'a arrêté. Donc, quand j'en croise, je suis trop content. Ça me fait trop plaisir. J'en ai croisé l'autre fois à Nantes. Tiens, on s'était croisés ce jour-là à un marché de créateurs. Oui. Tu te baladais. Au Lab. Au Lab. Et le stand d'à côté de celui duquel on s'est croisé. Oui, avec qui je discutais. Et c'était un de mes modos, quand même. C'est très drôle. Et donc, ça m'a fait super plaisir de voir qu'il y avait une transcription aussi IRL, sauf que c'est pas un besoin. Ça se suffit. Ce rapport qu'on a entre streamer et viewer, il est assez sain et équilibré, en tout cas plus que ce que j'avais sur YouTube. En tout cas, moi, il me convient bien. Il n'y a pas que ça, parce qu'après, on va encore plus loin. Si on arrive jusqu'à l'histoire Z-Event, comment, parce que là, c'est aussi un pan de ta vie, un pan artistique, un pan de producteur, pas mal de choses. Comment on arrive justement avec cette histoire avec Marianne? C'est une histoire qui est rigolote et finalement, c'est un coup de billard en 5 bandes. Ça commence par une rencontre avec Zerator à un événement qui était claqué au sol, qui s'appelait Vidéo City Paris. Un truc comme ça, tu vois. Il avait été un peu décrié. Oh, l'événement avait été un peu beaucoup décrié. Cata. Mais tu sais pas, tu te dis, il y a un festival, un salon pour les vidéastes. Allez, on y va. On y va. On se retrouve sur une table avec des gens qui font la queue 3 heures pour avoir 3 secondes avec toi avant de se faire virer par un mec de la sécu. Enfin, inhumain. Allez, fais ta photo, dépêche-toi. Inhumain impossible. Mais je croise Zera, avec qui on avait échangé vite fait, et donc c'était il y a 10 ans, ça, à peu près 10 ans. Et on se voit pour la première fois en vrai et on échange. Le temps passe, le The Event se fait, les premiers, moi je suis spectateur, j'hallucine du phénomène, ça m'amuse, moi je regarde ça en tant que spectateur, c'est pas mon truc. Mais en 2020, le premier The Event Live. Oui, parce que j'étais là. 2020 ou 2021 regarde la plaque à côté. 2021. Voilà, parce que j'ai 2 plaques, puisque moi j'ai fait les 2 Z-Events d'affilée. 2024, j'ai fait, ouais. C'est ça. 2021, j'ai un coup de fil de Zera. Vraiment, c'était 3 semaines avant le concert. Et il me dit PVC Adrien, est-ce que tu aurais des idées, des contacts, des noms pour le concert du The Event ou faire un truc qui m'en parle, ok, machin. Je dis, il y a machin qui peut être intéressé, donc je le mets en contact avec 2-3 artistes que je connais. Et il me fait, mais toi, ça te dirait de faire un truc avec un des artistes, un des streamers ou streameuses sur place? Et je lui dis, oui, carrément, moi je suis chaud. Et il me dit, alors il y a qui sait chanter? Il y a Little Big Whale, tu connais? Donc là, hop, coup en 2 bandes, la bande d'avant. Le coup d'avant, j'étais allé assister au tournage d'une émission qui s'appelait Askip, avec Julien Josselin et Valentin Vincent. C'était la dernière de ces émissions. C'était en public, au cinéma, dans un cinéma à Paris. Et il y avait Little Big Whale qui était invité, que je ne connaissais pas avant de la voir sur scène. Et à la fin, ils sortent les guitares, ils la font chanter. Et je l'entends, je fais putain, mais elle chante trop bien. Genre, t'es pas chanteuse? Non, ok, je chante trop bien. Donc je l'entends chanter, je lui dis, elle est cool.
En plus, elle est gentille, tu vois, et elle chante bien. Et il me dit Little Big Way. Je fais, ah bah incroyable, je viens de la rencontrer. On a sympathisé, elle est très sympa. Vas-y, je lui propose un truc piano-voix. Et elle me répond ok, je suis chaud. Donc on échange, on a très peu de temps. Je lui fais des maquettes, on se met d'accord Parce que sur des 3 morceaux. semaines avant, Ouais, mais c'est court. Mais c'était du piano. putain, j'aurais jamais. Parce que tu sais, moi, j'ai jamais eu l'envers du décor. Non, mais J'étais c'est un présent. sketch. Je faisais partie du Z-Event cette année. C'est Nous, un on était dans le sketch. public et puis on l'a fait après. On a levé les sous et j'ai fait une cagnotte énorme grâce à la communauté. Énorme, Ouais. c'est qu'on a dépassé, on a tout explosé. Je crois que je fais plus de 200 000 euros à moi tout seul. Tu vois, c'est pour te dire, C'est cette année-là. Ouais. J'étais en mode à la communauté. Je finissais par dire arrêtez. J'avais peur qu'ils disaient plus d'argent à la fin du mois. En mode arrêtez, calmez-vous. C'est trop d'argent, tu vois. Et je savais pas que 3 semaines, ça a dû être compliqué parce qu'il a fallu vous caler tous les deux. Nous, quand on vous a vu sur scène à ce concert, 3 semaines pour un moi piano, j'étais en piano mode voix, je ça signe. fait 6 mois qu'il travaille. Non, mais ça va. On va y revenir, mais il m'a fait quasiment le même coup cette année, où là, je devais arranger des morceaux pour 9 musiciens. Bon, bref. C'est un peu... Il faut que tu te prépares tous les ans, comme ça au moins tu sais que 3 semaines maintenant, avant, faut dans bosser. le doute, on va faire ça, ouais, Ouais. parce qu'on a dit à Adrien, écoute, là, vraiment, autant jamais 203, on a fait la 3e, et on lui a dit, écoute, nous, c'est bon, tu peux laisser la place aux autres. Enfin, je veux dire, on a pris notre part, on s'est régalé et tout. C'était Il a fait- chouette. Il Allez. fait, non, mais moi, tant que ça m'amuse, tant que ça me plaît ce que vous faites, je vous invite. Je fais, ouais, ok, d'accord, bon, on verra. Mais il me prévient 3 semaines avant, et donc je découvre qu'en fait, Marianne n'était pas chanteuse, mais en fait, elle n'était pas chanteuse du tout. Elle n'avait jamais fait de concert. En fait, quand elle a joué au cinéma, c'était la première fois qu'elle faisait un morceau, c'était Gling Gling, c'était un truc en mode feu de camp, tu vois, on sort la guitare et on chante, pas vraiment microté, avec tout le monde qui chantait en même temps. C'était la première fois qu'elle était devant des gens, mais c'était pas son concert. Et donc elle me dit, j'ai jamais fait de concert. Je dis, ok, bon, vas-y, ça va bien se passer, meuf, j'ai l'habitude, j'en ai fait 800, fais confiance à Bibi. Je lui propose des morceaux, elle me dit, ah, j'aimerais bien faire celui-là. Je dis, est-ce que toi, ça te va celui-là? On se met d'accord. Je lui fais des démos, parce que moi, j'habite à Nantes. Elle habitait en région parisienne, donc je lui envoie des maquettes de piano. Elle envoie dessus, elle s'enregistre pour chanter. Je dis, ok, je chante bien. Et donc, on se voit un jour à Paris. Et là, en vrai, tu vois, on échange musicalement. Et je me dis, en fait, elle chante vraiment bien, quoi. C'est-à-dire que c'est un truc où tu as une voix qui est placée, qui est juste, qui a des harmoniques, qui a des nuances, il y a du vibrato quand il faut, un bon placement, elle sait se mettre dans la gorge quand il faut, dans le nez quand il faut. Elle a les bons résonateurs. C'est une chanteuse. Il y a des gens, c'est des chanteurs. C'est comme ça. Et donc, je me rends compte que c'est super. Donc, je bosse un peu mieux mon piano pour dire, ouais, vas-y, bah, du coup, c'est cool, je rajoute des trucs, machin. On se lance sur scène. Donc, son premier concert de toute sa vie. Il y avait 300 personnes dans la salle. Et il y avait 150 000 personnes en direct sur Twitch. Et cette con de Marianne, que j'adore, je l'aime. Attendez, on arrive au moment qu'on adore. Cette con... Au moment d'aller sur scène, vraiment, Adrien part, il nous dit c'est à vous dans 1 minute. Elle prend son téléphone, elle allume Twitch, elle va sur twitch.tv/TheEvent. Et elle voit les regarde le 150 nombre. 000. Elle voit 150 000 personnes, elle éteint, elle me regarde, elle dit PV, j'ai envie de vomir. Bah oui, mais Marianne, faut pas regarder ça. Fais pas ça. Pourquoi tu fais ça? Et je lui dis t'inquiète, je suis là. Ils sont que 300, carre. je te dis, ils sont que Ouais. 300. Ouais, j'ai dit joue pour eux là. Vraiment, je lui ai dit ça, joue pour les gens là. Et en fait, moi, j'étais là en backup, tu vois, je les carry, mais c'est la chenille qui est devenue papillon. Ah, Alors, puis c'était vocalement. pardon, moi j'y étais, c'était banger. ben ouais, C'était non, mais- moi maintenant que tu me donnes l'envers du décor, j'avais pas la moindre idée de ça. C'est-à-dire que moi, pour moi, à ce moment-là, je me dis mais elle a fait je sais pas combien de trucs. Quand elle arrive, c'est presque rage total. on est presque pas on n'est pas vocalement mais d'un niveau presque diva. Elle arrive, elle a une présence, elle a une prestance. Ben, elle a ça naturellement. Et puis en C'est fait une chanteuse. Hein. c'est qu'au-delà de ça, c'est quelqu'un de gentil. Et en fait, tu le sens qu'elle est bien. Elle n'arrive pas avec un intérêt particulier. Elle arrive pour s'amuser. Et en fait, de ce fait-là, elle dégage que des bonnes ondes. Ouais. Et c'était une dinguerie. Oui, t'as raison, c'est ça qui comptait en fait. Parce que finalement, elle est très douée, mais avec le stress, la voix chevrotait un peu. Moi, avec le stress, mes doigts ont peut-être un peu ripé. Techniquement, c'était pas parfait, mais c'est pas ça qui comptait. Ce qui comptait, c'était l'émotion, la surprise pour les gens de découvrir qu'en fait, elle a beau mettre des headshots dans PUBG, c'est aussi une super chanteuse avec une sensibilité jazz, folk qui est hyper intéressante. Et donc, il y a eu tout ça. Et donc, finalement, ce point de départ qui était un coup de fil improbable de Zerator qui nous met, qui crée un groupe comme ça en disant tiens, PV joue avec Marianne. C'est lui, hein, il nous a mis ensemble.
Et cette phrase a, moi, changé une partie de ma vie artistique, parce que donc ça a été, avec Marianne, un coup de foudre artistique et amical génial. Et donc, depuis, on ne s'est pas quitté. Et la preuve, c'est qu'on a fait donc 2 autres concerts The Event dans la foulée. Le deuxième, on était là en train de se dire, OK, on a fait un piano-voix, mais si on revient, vas-y, il faut un truc qui claque et tout. Et je lui dis, vas-y, on fait venir un orchestre. Elle me dit, ah, un orchestre, comment ça un orchestre? Je dis, bah, tu sais, des musiciens classiques, violon. On fait venir un orchestre. Elle me fait, OK, je suis chaud. Et hyper enthousiaste. Hyper enthousiaste. Oh, ça a l'air chouette, on y va. Ouais. Et un truc très drôle, encore, mais il y a beaucoup de signes du destin avec cette histoire entre Little Big Whale, le The Event et moi. On parle de ça. Moi, j'ai une copine qui est productrice qui vit à Montpellier et qui me... En fait, elle m'avait parlé d'un orchestre et dans ma tête, comme elle était montpelliéraine, l'orchestre était de Montpellier. Ils avaient l'air super sympa, un orchestre jeune, engagé dans l'écologie et tout. Et donc, je lui parle, Julie, la productrice, et je lui dis, il faudra que tu me présentes Curieux. Parce que, pensant qu'ils sont de Montpellier, je me dis, ça va être plus pratique, tu vois, c'est un événement caritatif, il faut éviter de faire venir des gens de Paris. Donc, je pense pratique. Je me dis, il faut que je les rencontre. En plus, on m'a dit beaucoup de bien de Daniel Sicard, le chef d'orchestre, et de cet orchestre en général. Donc, je reviens, je me fais ça dans mon petit coin. Dans ma tête, je me dis, OK, l'orchestre Curieux. Marianne me dit, une semaine après, je suis allé voir un concert hier à Paris, c'était génial, il faut absolument que tu le rencontres, il s'appelle Curieux. Je fais, ah. On était dans le train, on appelle Daniel en disant, bah, c'est fou, on vient de parler de toi là, à l'instant, t'es chaud, on fait un concert dans 3-4 mois, tu vois, il y avait un peu plus de temps, mais c'était pas la folie. T'avais pas 3 semaines, comme quoi tu dis, mais Adrien te prévient des fois avant. C'est 2024 qui m'a fait la blague. Ah oui, voilà, il fait ça que tous les 3 ans. Ouais. Et là, donc ça s'est monté, et on voulait revenir avec un truc de ouf, parce qu'on s'est dit, c'est notre dernier The Event concert, donc on a fait un piano-voix, dans une salle de 300 personnes, on fait venir un orchestre dans lequel je fais des prods électro, trap, rock, machin, un orchestre qui joue derrière, il y a des feux d'artifice, il neige à la fin du concert, Zénith, 6000 personnes. Je me suis dit, c'est bon, comme ça, tu vois, on a fait le truc intimiste et le truc show à l'américaine. Mais, alors, un truc de fou, alors entre-temps, il y a les disques aussi, parce qu'on enregistre des reprises avec Marianne, et on a tout ce truc-là, je t'en parlerai après, je finis sur la scène. En février 2024, on fait Broadway, l'événement karaoké live de Marianne, donc le Little Big Whale. Pardon, je parle de Marianne, c'est Little Big Whale, c'est la même personne. C'est également celle qu'on appelle Trivia, celle qu'on appelle la personne aux 1000 noms. Oui, tous ces noms-là, c'est la même personne. C'est la même personne. Voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de dédoublement de la personnalité. Si vous ne savez pas, je dis un prénom bizarre, si je dis Sylvain, ça désigne Little Big Whale. Voilà, Maurice donc, aussi. Voilà. Donc j'étais avec Patricia. À la fin, même nous, on a pu savoir, tu parles de quoi, là? Dans son événement Patricia Whale, Broadway avec Marianne. Et là, il y a Zera qui vient en guest. On chante Nickelback sur scène. On chante Belle à 3 voix. On chante La Tribu de Dana. Que des bangers. Meilleur événement. J'ai trop kiffé le karaoké live. Et il me dit en février, eh ben, écoute, ça nous ferait trop plaisir si vous revenez au The Event. Je dis, bah, nous, ça nous ferait, je pense, trop plaisir aussi. Alors, évidemment, toujours, ça me fait plaisir, mais un peu mal à l'aise de dire, bah, laisse la place aux autres. Et puis, un peu mal, artistiquement, de se dire, attends, qu'est-ce qu'on a derrière l'orchestre? Rien. Il nous dit ça, mais on se dit, bah oui, on va trouver un truc. Voilà. Et il me dit, bah, je t'en reparle vite, je te confirme. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, il m'en reparle pas. Donc, je veux dire... c'est bon. Ouais. Quand même, fin juillet, 28-29 juillet, je prends mon téléphone pour écrire. J'y pense, je me dis, attends, il est quand même capable, on sait qu'ils sont à l'arrache, il ne l'avait pas annoncé encore, le The Event, machin. Je vais pour lui écrire, on est d'accord que de toute façon, je n'ai pas de nouvelles parce que ça ne va pas le faire. C'est évident, tu m'aurais prévenu. Et je prends mon téléphone et je vois un message de ZQSD de la prod qui me dit, bon, bah alors, vous êtes toujours chaud? On était le 28 juillet, je partais le 2 août, je revenais le 17. Et Marianne, je l'appelle, elle me fait, bah, moi, je pars du 15 août au 25 août. Waouh! Et le concert, c'était le 5 septembre. On réfléchit. Pour le coup, vraiment, c'était Nico de ZQSD. Je lui ai dit, écoute, c'est hyper gentil, ça nous flatte, mais je ne peux pas te dire oui tout de suite. Parce que là, on n'a rien, que les gens nous attendent au tournant, qu'il y a des gens qui vont même, je pense, être déçus qu'on vienne, tu vois, parce qu'ils aimeraient voir d'autres créateurs, d'autres créatrices. Il y en a, tu vois, cette place de streamer, elle n'est pas que pour nous, quoi. Et donc, je me dis, si on revient, il faut qu'on mette tout le monde d'accord.
Alors, on en reparle avec Marianne et on se dit en fait, nous, ça nous fait. Elle avait l'événement caritatif pendant le week-end, mais moi, c'est ma participation à cet événement caritatif. C'est-à-dire que c'est tout le travail que je mets dedans, c'est pour la bonne cause, pour la cagnotte, etc. C'est ma façon à moi de participer à cet événement. Donc, ça me tenait à cœur. Et elle me dit, vas-y, on commence à se chauffer et on se dit, vas-y, on va y arriver. On va trouver un truc hybride avec beaucoup de chœurs, beaucoup de voix, mais aussi des vrais instruments. Je veux une vraie batterie. J'ai des musiciens, des musiciennes en tête. On avait un truc où les mecs sur scène étaient en minorité, ce qui était très rare et ça, c'était important pour moi. 4 mecs et 5 nanas. Et donc, on a le concept, on dit go. Sauf que là, on dit on go, mais concrètement, de travail ensemble, on a 10 jours. Donc, en gros, je suis parti en vacances, je suis revenu, et là, mes vacances finito. J'étais censé profiter de la maison, m'occuper du petit jardin, de tout ça, du bricolage, tout ce que Et bah que dalle, la plus, elle a poussé direct. Et donc, j'ai fait les arrangements super speed, et on s'est dit, en fait, avec Marianne, comment revenir avec un truc où ça fait level up. Et je lui ai dit, si t'es chaude, on fait une compo. On a 10 jours, donc c'est pire que tout. Et elle m'a dit, ouais, j'ai peur, mais t'as l'air enthousiaste. Et je lui faisais confiance parce qu'elle avait des trucs à dire et tout. Donc je dis, bah, je fais la compo. Toi, tu parles, tu fais le texte et je t'aiderai pour le texte à affiner les rimes, les pieds. J'ai un peu d'habitude. Je te dirai, ça sonne mieux comme voyelle, etc. Et donc, on s'est lancé. Ça a été hyper speed. Les musiciens, les musiciennes, trop forts. On a kiffé. On a commencé par un bon rickroll. On commence par Never Gonna Give You Up, mais en version un peu cool et tout. Et on avait un line-up super. Et donc, c'était une expérience de dingue. Mais encore une fois, tu fais un concert devant, je sais pas, 100 000 personnes. Avec après les rediffs, c'est 500 000, 1 million. Et tu as 10 jours pour le faire avec 9 musiciens, musiciennes. Il joue avec Et ton cœur. Mon cœur. Il t'entraîne. Azera, il m'entraîne au bout de la nuit. Ouais. Ah, tu vois, comme quoi, moi, je l'avais prévenu vachement en avance pour 21 voix. Ah bah toi, c'était super. Pour le Bataclan. C'était super. Ah ouais, je préviens les gens beaucoup trop en avance, en fait. Ah oui, non, mais toi, c'était 6 mois avant, tu m'en as parlé. La graine, elle a poussé, on a dit, OK, on vient tous les deux, on se fait un petit piano-voix. Ça va être super. Et moi, ça m'a stressé, c'est-à-dire que je n'ai pas l'habitude de créer les événements comme peut les créer Adrien. Il est monté en pression. Moi, je suis parti d'une blague avec le Bataclan. Je dis, ouais, ce serait drôle, on fait un espèce de tremplin sur Internet, les gagnants, ils viennent, on joue ici. Et Hélène m'a dit, ouais, d'accord. Donc, tu t'es fait avoir toi aussi. Ouais, puis puis c'est énormément d'argent aussi à investir, parce que tous les artistes qui sont venus, on les a payés. Voilà, alors des fois au minimum, mais on les a payés parce que voilà, c'était à un moment donné, c'est un concert payant, donc c'est très important en fait. On paye pas les gens avec de la fame en disant attention, il y a du monde qui va te voir. Maintenant, voilà, et voilà. Donc nous, on était un peu, tu sais, moi quand je t'ai envoyé un message et tout, tu m'as dit ouais, franchement, ça devrait le faire ou c'est oui. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait là? Tu vois, voilà, il y a ce côté-là quoi. Mais oui, je t'ai prévenu un peu en avance, ça va. Non, c'était ok. Après, tu sais, c'est toujours. Moi, je sais qu'avec Marianne, qui est hyper enthousiaste. Quand elle me dit oui, pareil, je préfère dire attends, oui, hein, avec le rétro-planning suivant, et elle est hyper carrée en fait. T'as l'impression qu'elle est toujours dépassée, mais elle bosse. C'est une bosseuse de ouf. Et là, elle bosse maintenant sur des projets musicaux perso, parce que c'est un engagement, c'est un sub-goal de 2022. Elle va sortir un jour un EP de création. Donc moi, je suis ça de loin, en conseiller. Peut-être qu'on fera une compo tous les deux. C'est même pas sûr, tu vois, c'est pas un secret. Et en tout cas, je vois qu'elle est hyper appliquée dans tout ce qu'elle fait et qu'en fait, pour elle, la musique, c'est un peu comme la vidéo pour moi. C'est-à-dire qu'elle veut le garder de côté pour pas avoir la pression qui va avec un projet professionnel. Par contre, quand elle le fait sérieusement et avec les bonnes raisons. On est un peu miroir là-dessus. C'est dur, les projets transversaux, c'est-à-dire d'avoir un premier boulot, une première chose pour laquelle, surtout dans un peu un milieu de lumière, on est connu, et de pouvoir dire, OK, mais je fais aussi autre chose, regardez, je fais ça. Voilà, et de se dire comment je vais être accueilli, comment je vais être jugé. Tu as souvent des gens, je le vois sur le milieu de Twitch ou ailleurs, qui te disent ben non, attends, tu sais faire ça, tu fais ça, point. Pas, après, on s'invente pas maintenant. Et au-delà de s'inventer, il y a le fait d'avoir envie de le faire, d'être passionné. Tu vois, il y aura toujours des gens pour dire ça, et c'est de tout temps. Je me souviens, moi, de Elise Moon qui sort un album de Bossa Nova il y a 20 ans, qui est un truc pas terrible musicalement. Mais alors, c'est pas grave. Ah, il s'est fait un kiff. Il s'est fait un kiff. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui vont dire ah, écoute, Alex, je préfère quand tu fais du RP. Moi. Fais-moi rire, bouffon. Voilà.
ne fais pas autre chose. Bah, bon, je comprends cette remarque-là, mais alors libre à toi de pas les écouter. Et moi, je sais que ma ligne éditoriale, en tout cas sur Twitch, c'est pas la ligne éditoriale. Alors moi, c'est un peu l'inverse parce qu'en fait, j'ai commencé comme animateur et après, j'ai fait le con sur Internet. Mais à la base, moi, j'étais animateur, chroniqueur, commencé à France Inter avec Stéphane Paoli. Ça, c'est un petit peu vieux. Voilà, les jeunes, je les ai perdus. Vanny, Stéphane Paoli? Non, c'est une des plus belles voix de Radio France. Mais bon, bref. Donc oui, moi, c'est un peu l'inverse, mais je comprends ce côté-là. Où à un moment donné, tu as envie de faire des projets à côté, des projets où, qu'ils te coûtent ou qu'ils te coûtent pas, tu te dis, tiens, il faut y aller, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire le truc, puis on verra bien. Mais je me suis fait une réflexion assez intéressante l'autre fois qui m'a enrichi, en tout cas, c'était, intellectuellement, c'était de constater que quand ton métier, c'est ta passion, c'est la meilleure situation du monde. Je ne veux pas me plaindre, mais j'ai constaté qu'en fait, tu perdais un peu ta passion. C'est-à-dire que moi, il ne m'arrive plus ou très rarement de jouer de la musique sans avoir derrière les engrenages du boulot qui se mettent en branle et qui disent, OK, tu vois, quand je fais du piano, j'ai un piano chez moi, j'en joue souvent. Dès que j'improvise et que c'est cool, je l'enregistre parce que ça pourrait resservir, tu vois. Donc, c'est pas grave. Mais j'ai constaté qu'en fait, le côté gratuit d'une passion avait disparu. Et du coup, je me suis remis, maintenant, j'ai d'autres passions à côté pour mon temps libre, pour m'occuper. Et bien justement, le côté vider la tête, voilà. On peut en parler de ça. C'est quoi les autres passions? Parce que pour l'instant, on parle vidéo, on parle musique. Qu'est-ce qui t'habite au quotidien en dehors de tout ça? Ouais, voilà, ça fait donc 18 ans que c'est mon métier et je suis passé par un burn-out, même aussi on pourrait en parler, mais j'ai eu 1 an et demi très compliqué de dépression liée au travail. C'est le sujet d'après, mais on peut basculer là-dessus. Ouais. Attends, je vais t'amener, on va y aller pour répondre rapidement à ta question. Aujourd'hui, maintenant, quand j'arrête de bosser, j'arrête de bosser. Je ne regarde plus mes mails à partir du moment où j'ai éteint l'ordi. Je regarde plus Insta ou Twitter parce qu'il peut y avoir du boulot. Et je fais concrètement, je peins des figurines, je fais des dioramas, j'invente des histoires pour Donjons et Dragons, où je joue à des jeux de société, en famille, avec ma chérie, avec des copains. Donc je suis très les univers ludiques et le côté inventer des histoires. Et en fait, c'est ce côté, là en ce moment, je fais des bijoux aussi, je suis assez fan de travaux manuels, je fais de la broderie, là je fais de la pâte fimo, de la résine, et je fabrique des cadeaux de Noël pour ma famille. Voilà, cette année, on fabrique tous nos cadeaux de Noël. Donc là, tout à l'heure, j'ai découpé des paillettes avant de venir. J'ai découpé des sequins pour faire des paillettes, pour les mettre dans des moules en silicone dans lesquels je vais couler de la résine. Et là, tu vois, je fais le truc où ça te vide la tête vraiment, comme c'était la musique avant. Sauf que là, j'arrive pas à me vider la tête quand je fais de la musique. Bref, petite parenthèse là-dessus. Le burn-out, on peut en parler parce qu'il y a peu d'artistes et de créateurs de contenu qui en parlent. Mais je trouve que ces métiers artistiques, et particulièrement les métiers qu'une exposition médiatique, et donc Twitch en fait partie, même si ce n'est pas votre métier, sont des sujets qui sont des métiers qui sont très difficiles en termes de santé mentale, très, j'allais dire, qui challenge, qui défient, enfin qui sont un terreau fertile pour des équilibres d'humeur et des quêtes de bonheur impossibles en fait qui peuvent rendre fou. Et moi, ça m'est retombé sur le coin de la gueule en début 2019, à une période où j'étais en pleine bourre. Et donc, qui dit pleine bourre dit t'es un espèce de robot balai qui va mettre la poussière sous le tapis en mode automatique. Et t'accumules. Ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe Voilà. pas, ça n'existe pas. Mais t'avances pendant des à un moment années. donné, c'est plein. Et voilà. Et à un moment, c'est plein. Et donc, moi, j'étais au volant. Je rentrais de vacances, tu vois, genre fin des vacances au boulot. Et je commence à avoir le cœur qui s'accélère et à voir tout noir. Un début de malaise vagal, tu vois. Donc, je me sens pas bien, les copains. OK, je m'arrête à la première aire qui était juste là. Je passe le volant. Ça m'était déjà arrivé des débuts de trucs comme ça, mais plusieurs semaines, plusieurs mois avant, c'était pas resté. Et là, cet état de crise d'angoisse, que j'ai découvert après, ça s'appelle une crise d'angoisse, ne descend pas. Et donc, je rentre à Paris et j'annule mes rendez-vous le lendemain. Je me dis une bonne nuit de sommeil et c'est bon. Pendant 3 jours, j'étais vraiment littéralement 3 jours allongé sur un canapé pendant 80% du temps à faire des exercices de respiration en me disant si je me concentre pas pour respirer, je vais mourir. Tu te dis j'ai un problème. Alors sur le coup, tu te dis pas je fais un burn-out. Sur le coup, tu te dis je dois avoir une tumeur au cerveau. Alors ça, c'est un des trucs aussi de la dépression. Tu t'inventes plein de maladies. Je dois avoir un problème, je sais pas ce que c'est, un problème de cœur. En plus, à un moment,
je me lève de mon canapé pour aller aux urgences. Et c'était les urgences d'un hôpital de maternité. Donc, ils me disent, monsieur, non, vous êtes pas enceinte. Vous allez accoucher? Non, faut y aller maintenant. Ouais, ils disent, rentrez chez vous, appelez SOS médecin. SOS médecin qui viennent, le mec, il check, il me fait un électrocardiogramme, il me dit, oh, il y a un petit truc, faut checker. A priori, c'est pas grand-chose. Spoiler alerte, c'était pas grand-chose. Mais faut checker. Et là, quand tu es en mode crise d'angoisse parano, on te dit, il y a un petit truc dans le cœur, faut checker. Terminé. Donc je me dis, j'ai un problème physique. T'appelles toute ta famille en mode, bon, écoute, Ouais. je pense qu'on va peut-être m'ouvrir le cœur là. Là, c'est fini. j'y vais. Je t'appelle fini. avant parce que je vais là. Oh là là. Oh. Et bon, bref, j'ai mis. Ça passe. Au bout de quelques jours, ça va un peu mieux, tu vois. Mais au début, c'est uniquement des symptômes physiques. Tu crois que tu es malade. Ça allait jusqu'à, tu sais, avoir la douleur dans le bras et mal au cœur. Genre, je vais faire une crise cardiaque. Tu somatises. J'ai découvert la puissance du cerveau à ce moment-là pour inventer des états et des maladies. Et je réalise que c'est lié au travail, donc que c'est psychologique d'abord, et ensuite que c'est lié au travail, quand je croise quelqu'un qui me dit « Et le boulot, ça va ?» Et là, ma vue fait un mur. Et tu te rends compte qu'on te parle de ton taf et que je commence à trembler, à me dire « Je vais répondre à ta question, mais d'abord, je vais m'allonger et respirer un peu. » Hyperventilation, machin. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, artiste ou pas. Et moi, de ce que m'ont dit les professionnels de santé, ça arrive quand même beaucoup aux gens qui sont à leur compte aussi, ce qui était mon cas, parce que tu n'as pas de visibilité, t'as pas de... On va en parler, mais là, je te dis, ça fait 14 ans que je vis de mon métier, qui est la musique. Je ne sais pas ce que je vais faire en mars. C'est-à-dire que j'ai la tournée, j'ai quelques dates bookées, mais mes projets à moi perso, je ne sais pas. Vraiment, je te le dis là, on est en fin novembre, j'ai une incertitude qui est liée à l'avenir professionnel, qui est inhérente à cette activité. Et c'est le cas pour tous ceux qui sont à leur compte. En fait, et donc ça, c'est quelque chose qui fait que comme tu peux s'il y avait jamais... une espèce de date de péremption, quoi. Ouais, ça peut être un peu ça, de se dire, t'as pas de visibilité, t'as pas de stabilité. On dit souvent que dans la vie professionnelle, il faut choisir entre liberté et sécurité. Je pense que c'est assez vrai, entre être à son compte et être salarié. Et encore une fois, si les salariés étaient tous en sécurité... bon. Donc, ça peut arriver à tout le monde, mais particulièrement aux gens à leur compte. Et une étude anglaise assez récente a montré que 89% des musiciens professionnels avaient connu des angoisses et des épisodes dépressifs, et 72% ont traversé une dépression. C'est un métier dans lequel tu as 72% des nanas et des mecs qui ont été déprimés à un moment. Est-ce que tu penses que c'est dû à la peur de ne plus exister en tant qu'artiste à un moment donné, ou d'être oublié? Peut-être. Bon, après, tu as des prédispositions dans les caractères. Moi, je suis pas hyper sensible ou hyper émotif, mais je suis quand même assez ouvert sur le monde et assez en introspection permanente pour essayer d'emmagasiner des émotions pour les retransmettre au public. Donc, tu as forcément une part de sensibilité. Mais ça touche des gens qui ont des métiers. Ça touche les banquiers, ça touche les boulangers, ça touche tout le monde, en fait. La santé au travail, c'est un programme qui est transversal. Il y a beaucoup de gens souvent qui te disent, je me suis réveillé un matin, je me suis dit, putain, c'est ça ma vie. Ouais. Tu sais, ce côté où putain, mon métier, en fait, m'emmerde. Ça. Toi, c'était pas le cas. Non. Ton métier t'emmerdait pas, mais il y avait une espèce de pression permanente sur est-ce que j'aurai à bouffer après-demain? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que les gens vont continuer à apprécier? Est-ce que je fais du bon taf, entre guillemets, quoi? Oui, alors ça joue. Et je pense que chez moi, le plus important, c'était surtout la pression que je me mettais. C'était est-ce que le prochain projet professionnel va être à la hauteur de mes attentes? C'était ça la vraie question. Et ça, j'en suis responsable, finalement. C'est ma psyché et mon inconscient qui m'ont mis dans cet état. Et donc, c'est un état avec des hauts et des bas. Donc, il y a des moments où j'étais en incapacité de travail. Ça a duré 1 an et demi. Je me suis fait accompagner par des professionnels au bout d'un moment. Après, il y a eu du suivi aussi par la suite, parce que finalement, la santé mentale, c'est un enjeu quotidien. Mais si tu veux, le premier truc que j'ai eu, et ça, tout le monde l'a, c'est la culpabilité. Et moi, dans mon cas, c'était, mais tu peux pas être malheureux en faisant ce métier. Tout le monde rêve de ça. Tu as rencontré Patrick Sébastien. Tu as filé un t-shirt à Carly Rae Jepsen. Tu avais 3 semaines pour préparer le The Event et tu as réussi. Non, mais tu vois, il y a un truc de OK. Et en fait, quand j'en ai parlé sur les réseaux quelques années après, je me suis rendu compte aussi à quel point cette parole était importante. Parce que sur les réseaux, on montre une vie idéalisée, une espèce d'exemplarité, et de dire, moi aussi, je suis comme vous. Tu vois la vie des gens géniaux. Il y a des gens qui te disent, ma vie est géniale.
la plupart des gens en question, ils se retrouvent des fois seuls chez eux, dans aussi. une tristesse intense. Il y avait, C'est très vrai chez les l'autre jour- créateurs et les streamers. L'autre jour, il y avait ils ont fait un sondage là-dessus. Ils se sont rendus compte que c'était 8 Français sur 10 se sentent seuls. Waouh. C'est énorme. 8 Français sur 10 se sentent seuls. Ça veut donc dire que si tu regardes ton entourage, tout le monde va dire mais non, bah si. En fait, ça veut dire que tu croises tous les jours au taf, ailleurs, Ouais. des gens qui rentrent chez eux et qui se sentent seuls. Donc en gros, cette espèce de vie parfaite sur les réseaux de gens qui te disent j'ai réussi, je suis trop fort, j'ai la super bagnole, j'ai le machin, j'ai le bidule. Mais une fois qu'on dit couper, la moitié, c'est des locations. Donc en gros, c'est génial pour eux, mais c'est génial pour eux pour faire du bif, c'est tout. C'est pas... voilà. Il y a cette partie aujourd'hui où les gens, ils ont besoin un petit peu de reconnaissance, mais ils ont aussi peur de ce qu'on va penser d'eux, de ce qu'on va Ouais. faire, de comment ça fonctionne. Et je suis d'accord avec toi là-dessus, de dire que c'est des fois une pression qui est horrible. Et au-delà, c'est le genre de discours que tu peux entendre et qui est des fois compliqué quand on te dit « Ah bah génial, le mec a 30 ans, il fait un burn-out. Où va le monde ?» Ouais. Et c'est le genre de phrase en fait qui est compliqué parce qu'en fait un burn-out c'est pas qu'une question d'âge, c'est une question de la pression que tu subis à un moment ou que tu te fais subir et qui fait que ton cerveau il dit allez stop. Ouais. Et ça, d'ailleurs, rapidement, parce que je ne m'étais pas spécialement renseigné sur le sujet, mais le burn-out et la dépression sont des vraies maladies. C'est Ah pas, oui, c'est ce que je veux dire, c'est des maladies, C'est pas avoir un coup de blues. Hein. C'est Non, pas non, de ça c'est dont pas on parle. juste ça me saoule en ce moment, je vais dire que je suis en burn-out. C'est Ah une ouais. vraie maladie où il faut être suivi par des professionnels qui vont vous accompagner. Il y a diverses choses à faire, mais voilà, c'est pas juste, on dit pas juste, tiens, je pas envie aujourd'hui, je suis en burn-out. C'est pas comme ça. Ah non. Moi, le personnage de Miguel, dans ce que je faisais dans RPZ, avait ce côté-là, où toutes les 3 secondes, quand ça allait pas comme il faut, il disait j'ai fait une burn-out. Voilà, mais c'est une vraie maladie à prendre en compte. C'est quoi l'anecdote Il y avait une anecdote comme ça que j'ai entendue cette semaine d'un quelqu'un d'hyper connu qui a fait une blague là-dessus, puis qui après a dit non, c'est une vraie maladie, attention, déconnez pas. Si, alors ça n'a rien à voir. Le mec qui est parti C'était en mon vrille. frère. C'est l'entraîneur de foot de Manchester qui passe son temps à se mutiler, il a le crâne rasé, et à chaque match, il se mutile. Et donc, il Wow. finit avec des cicatrices sur le nez, le machin bidule. Et donc, le mec, on lui a demandé en conférence de presse, on lui a dit, voilà, il se passe quoi? Il dit, bah, moi, je suis tellement énervé quand ça fait pas comme je veux que je me mutile. Fin. Wow. Le lendemain, il fait un communiqué, il dit, non, alors, non, c'est une vraie maladie, il faut se faire soigner. Alors, lui, pour autant, apparemment, pas, mais il dit, non, attention, il faut prendre ça au sérieux, parce qu'il s'est dit, putain, je vais me faire tomber dessus. Et voilà. Donc, ça prouve, en fait, ce côté-là. Il faut prendre en compte les choses, ce sont des vraies maladies. Juste, ça s'invente pas. On dit pas juste, voilà, je suis en Ouais, burn-out bien parce sûr. que ça me va pas, quoi. Non, mais ce que tu as dit je reste sur l'histoire de la solitude, là, ça m'étonne pas. Et les interactions sociales qui sont, dont le moteur sont les réseaux sociaux, font ça parce qu'on est chacun isolé derrière notre écran à regarder la vie de l'autre quand on regarde. Hein. Je dis pas que les jeunes font ça, tu vois, tout le temps, qui n'ont plus d'amis. Mais même moi, quand je suis derrière mon réseau, je suis seul et je vois des gens qui présentent une vie idéalisée. Et donc, si tu veux, tu as un effet de contraste qui peut faire du mal. Et je pense que les streamers, streameuses sont confrontés à ça parce que tu passes de moments où tu as des interactions sociales avec 1, 2, 3, 10, 100, 1000 personnes. Et quand tu coupes le stream, Bah, t'es solo. t'es solo. Il y avait Mugen qui disait dans le chat, qui dit j'étais paysan, j'adorais mon métier, j'ai eu les mêmes symptômes, moralité, et voilà, il faut voir des professionnels, il faut Ouais. se faire accompagner. C'est un vrai sujet, ouais. Et c'est vrai que c'est très vrai, parce que quand t'es streamer, tu te dis, putain, le mec, c'est génial, après il va faire une grosse réçoit, le mec il a plein de potes, etc. Pas forcément en fait, parce que c'est aussi ce que tu disais tout à l'heure avec l'histoire des lunettes, c'est une facette, tu arrives en live, moi je prends l'exemple, peu importe ce qui m'est arrivé, à 21h on lance le live, il n'y a pas de je me suis engueulé avec ma femme ou machin en bidule, 3, 2, 1, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. C'est aussi un spectacle entre guillemets. C'est sûr. toujours compliqué d'arriver et de faire alors non, j'ai encore. Alors, moi j'en rigole souvent parce que je leur raconte mes anecdotes, vu que je suis un chat noir, il m'arrive toujours des merdes, mais du bon côté, je vais pas leur dire que moi ça va pas. Donc ils le sauront jamais. Le jour où moi ça va pas, ils sont pas en train de se dire Alex ça va pas là. Non, non, parce que ça reste aussi à un moment donné où les gens viennent voir un divertissement, voilà. Et quand tu coupes le live, t'es tout seul. C'est-à-dire il y a pas les gens, eux, ils ont fini leur soirée, ils disent c'est fini, machin milieu. Et toi t'es tout seul face à ton écran, quoi. Ben ouais, et je trouve qu'effectivement, c'est encore un sujet tabou, la santé mentale. Ça l'est de moins en moins. Mais c'est encore un sujet trop tabou parce que, je te dis, la culpabilité, c'est un traceur qu'on retrouve assez souvent chez les gens qui traversent des épisodes de dépression ou de burn-out. C'est la même chose. Hein. C'est de la dépression liée au travail, le burn-out. Et en fait,
je pense qu'une libération de la parole, comme on est en train de le faire là et comme d'autres l'ont fait précédemment, ça peut aussi déculpabiliser ceux qui n'osent pas en parler, qui n'osent pas être suivis. Et je pense que déjà la première chose, c'est d'essayer d'en parler. Si on a des amis, d'en parler à ses amis, tu vois, pour juste oser dire. Je me souviens de la première fois, quand même, c'est marquant, où quelqu'un m'a dit ça va et j'ai répondu non. Ça, on s'y attend pas. Quand tu, c'était un ami proche, c'était pas la boulangère. Quand on a pris l'habitude de dire hey, salut, ça va? Non. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je réponds à ça? Ah bah, franchement, ça n'allait pas. Et donc, c'était un ami proche à qui je devais bosser, très proche. Et il m'a dit ah, bon, vraiment, fais la bise, salut, ça va? Bah, j'ai réfléchi à la question, je dis franchement, non. Franchement, non, et j'ai besoin d'aide. Et tu vois, ce premier pas qui est le plus difficile, c'est le pas qui change tout. Donc après, ça a été un long chemin. J'en suis sorti, j'ai constaté que j'en étais sorti au bout d'1 an et demi, mais je ne considère pas que maintenant ma vie va être un long fleuve tranquille. Il faut faire attention à ça. Et j'ai appris beaucoup de choses qui régulent maintenant la façon dont je travaille, et pour essayer de ne pas reproduire les schémas, en fait, qui étaient des schémas chez moi de surmenage, de jamais couper les ponts. Donc voilà, tu vois, maintenant je fais des bijoux en résine, et non pas des bisous à Régine. C'est drôle, ça. Ça a fait rire. J'ai contrepété sans faire exprès. Et ça, tu vois, c'est un truc... et j'en parle, voilà. J'en parle autour de moi. J'accompagne aussi force aux accompagnants, aux accompagnantes aussi de gens qui traversent des épisodes dépressifs. Et tu manges ton micro. Voilà. Je mangeais mon micro parce que je lisais le chat qui est hyper intéressant tout à l'heure. Il y a plein d'histoires dans le chat, etc. Et en fait, je t'explique, comme j'ai pas mes lunettes... D'habitude, je vois hyper bien ma tablette, mais là, j'étais là, je me rapproche. Ah putain, c'est hyper intéressant ce qu'il dit Maxou, qui est animateur auprès des enfants. Il essaie de leur expliquer, notamment qu'il faut pouvoir dire quand ça va pas, et pas simplement de faire semblant comme le monde le voudrait des fois. Il faut faire bonne figure, etc., etc. Après, on est un peu le reflet aussi du monde de vouloir faire semblant. C'est un peu ce qu'on nous demande de faire depuis qu'on est petit. On le voit dans toutes les sphères. Et on va pas par les mouvements politiques, mais c'est aussi le principe, c'est-à-dire qu'en politique, on fait semblant, dans la vie, on fait semblant, au travail, on fait semblant. Nous portons des masques. On porte des masques, et puis, attends, je vais passer pour quoi, moi, si je leur dis que ceci ou cela. Et pourtant, c'est pas une tare d'avoir un souci, de vouloir le régler. Des fois, on est malade, on a un rhume, on se soigne. Et bien, si à un moment donné, on est en dépression, on se soigne aussi, en fait. C'est ce que j'explique aussi. Genre, j'ai des amis, des gens proches qui ont vécu des épisodes dépressifs. Et on parlait de la culpabilité. Je disais, si tu avais une maladie type cancer, tu vois, un gros truc, peut-être pas cancer, mais genre une hernie discale. Si tu avais une hernie discale, tu n'aurais pas honte d'avoir une hernie discale. C'est comme ça, et puis c'est tout. Voilà. Et bien là, c'est pareil. Tu as une maladie, tu te soignes, et puis ça va passer, et puis je suis là en attendant, et on peut en parler. Mais c'est vrai qu'après, je comprends aussi le côté... dans les interactions sociales, effectivement, on n'est jamais la même personne avec ses amis proches, ses amis un peu plus lointains, sa communauté quand on en a une, ses parents, etc. Donc effectivement, quand mon maraîcher me demandait si ça allait, je disais oui, je faisais un sourire et je lui prenais des clémentines de Corse parce que j'adore les clémentines de Corse. Mais d'oser dire à un ami proche que ça va pas, je pense que c'est le premier pas vers la guérison que j'ai fait. Et puis après, ça a été un long chemin. Et puis et voilà. Et je pense que j'avais super peur, pour revenir à son parcours de... Donc ça, c'était avant le The Event où on s'est vu. C'était à peu près 1 an et demi avant. J'avais super peur de perdre mon métier, de ne pas pouvoir reprendre la musique. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a rien qui m'anime plus. Bon, après, j'aurais trouvé quelque chose, tu vois, mais tu as aussi plein de sentiments... Producteur de clémentine en Corse. C'est ça. J'aurais pu aller encore, en plus, j'adore cette île. C'est dur parce que c'est des métiers où tu dépends aussi des gens qui te suivent. Que tu sois musicien, streamer, youtubeur, comédien. Parce que souvent on dit, ouais, attends, il est arrivé nulle part, lui, il est trop fort. Non, ça fait 20 ans qu'il fait des pubs et qu'il en chie dans des pièces de théâtre. Quand tu vois aujourd'hui des comédiens connus, tu vois un Omar Sy, il y a 20 ans de galère. Donc à un moment donné, maintenant c'est une star internationale, mais il y a quand même 20 ans de galère où au départ, il y a aussi une espèce de coup de chance. Je ne sais pas si on peut appeler ça un coup de chance. La personne qui te voit, qui dit « Ah, en fait, c'est chouette, je vais peut-être le pousser un peu, l'aider. » Un producteur, quelqu'un qui dit « Tiens, j'aime bien sa manière de faire. » Et en même temps, pour un artiste, ce que je pense qu'on peut mettre tous ces gens-là, et même les streamers, les youtubeurs, tout ça, les créateurs de contenu, c'est des artistes. Il y a cette peur. Si là, ce que je fais demain, ça ne marche plus, si les gens se désintéressent de moi,
C'est une Qu'est-ce schizophrénie. que je fais? ouais. Parce qu'en fait, les gens qui s'intéressent à toi, ça te permet de ramener de l'argent via des sponsors, via de la publicité, via des concerts, via tout ça. Et si les gens sont plus là, il n'y a plus rien. Et oui, et c'est là qu'il faut jongler entre ces deux casquettes qu'on porte en alternance, qui sont la casquette de créateur-créatrice et la casquette de producteur-productrice. Et ça nécessite d'avoir du recul sur ce qu'on fait, de savoir à quel moment on est dans quelle posture, de se dire quels sont les compromis que je suis prêt à faire dans mon travail pour gagner ma vie. Mais à ce moment-là, moi, quand je fais des projets où je gagne ma vie, tu vois, vraiment, que ce soit sur scène ou que ce soit en stream, dans un partenariat avec une marque de musique, tu vois, et ben je dissocie, je dis, OK, ça, c'est boulot pour payer les factures à la fin du mois. Mais le reste, si je commence des produits artistiques, je les commence avec le cœur. Je vais jeter un maximum de graines partout dans mon petit champ et je vais voir les plantes qui vont prendre naturellement et je vais les entretenir. Je vais couper les feuilles à la tige, je vais mettre un peu plus d'engrais et faire le truc. Donc moi, j'ai une espèce de fonctionnement comme ça où une fois que la mécanique est lancée, la machine est lancée, c'est facile. J'ai les projets qui me rapportent de l'argent et à côté, je continue d'explorer, d'innover et c'est ça qui, je pense, permet d'avoir des nouveaux gagne-pains qui vont apparaître. Mais c'est pas évident, c'est sûr. Bon, j'ai les questions des viewers. Oh là. Il nous reste 3 minutes. Oh, oui, Je t'avais annoncé que 2 heures passent très vite. Waouh, je suis désolé, je suis très bavard. Mais non, c'est très bien. Je passe un moment. Est-ce que tu es bien là? Bah oui, tu vois, Bon, tout va bien. comme un poisson dans l'eau. Bon, En j'ai plus, les- on est à la maison. on est bien là. Hein. On est à la maison. Pas on la a- première fois que tu on est viens, à c'est Nantes. pas la dernière fois que tu viens. Et on est à Nantes. Nantes, dans le sud-ouest. Nantes, dans le- Le sud-ouest de Paris, techniquement. La Bretagne. Le mec cherche la merde. Bah oui, je sais, j'attends. Les indépendantistes bretons vont me tomber dessus. C'est toi sur les ponts qui met 44 égale Braise. C'est moi, mais non, légalement, je peux pas te le dire. Ah, non, c'est J'aurais pas des lui. soucis. On a permis, comme d'habitude, comme chaque fois qu'on a une émission guest, sur Instagram, on propose aux gens de pouvoir laisser des questions, justement, à notre invité. On avait des questions, notamment, on avait Tom Star qui dit « Es-tu nostalgique d'une période particulière de YouTube où la période actuelle te convient ?» J'ai beaucoup répondu, je pense, à cette période. Alors, sans cracher dessus, vraiment. Parce que je veux pas. Je fais tout pour pas devenir un vieux con. C'est un combat de tous les jours. Croyez-moi, quand les 40 ans approchent, faut s'accrocher. Je vais pas dire que c'était mieux avant, parce que je pense pas que ce soit mieux avant. Par contre, aujourd'hui, j'ai un YouTube fonctionnel. Comme je te disais, c'est des clips ou du tuto. Donc, je ne suis pas nostalgique. Par contre, je suis heureux d'avoir connu cette espèce de YouTube what the fuck, avec des 10 minutes à perdre, des premiers palmachos, les Yes vous aime, des trucs comme ça où tu te disais mais c'est génial que ça existe. Ces gens-là sont comme moi et ils ont plein d'idées, et ils se bougent le cul. Je suis tellement content de les voir que ça me donne envie de faire pareil et je me suis lancé. Moi, ça me rappelle Je suis l'époque content d'avoir connu cette époque. de Fanta et Bob. Ah ouais. Et Bob Lennon avec Bob Lennon qui beuglait dans chaque vidéo. Ça n'avait ni queue ni tête, c'était monté avec le fion. C'était génial. Ah ouais. Putain, c'était génial. D'ailleurs, pour notre réalisateur Pierre, est-ce qu'on passerait pas une bonne soirée, Pierre? Voilà. C'est pour nous, c'est la sacralisation à la flonflon. Il adore ça. Question de Martin qui dit qu'est-ce qui est le plus compliqué pour toi dans le métier de musicien/producteur? Presque un double métier quand ouais, même, parce alors que c'est après- pas la même chose. Ouais. C'est vrai. Bon, c'est une extension. C'est-à-dire que la production, maintenant, ça va être pour moi de l'accompagnement musical d'artistes en début de carrière. Marianne, par exemple, tu vois, de faire des morceaux. Je pense que le plus compliqué, c'est de ne jamais rester sur ses acquis et de toujours se rappeler de la raison pour laquelle on a commencé à faire ce métier. Quand je te disais, on perd la passion, il faut essayer de la réinsuffler. Alors moi, j'écoute énormément de musique et des fois, ça m'allume. Je vois des trucs trop bien. Je dis, c'est trop bien, ça me donne envie de faire du son. Et moi, ce que j'essaie de créer, c'est cette condition où cet état d'esprit dans lequel je vais me lever, je vais prendre la guitare pour me faire kiffer ou jouer du piano pour me faire kiffer. Donc c'est en fait, encore une fois, se tenir au courant de tout ce qui se fait, non pas par un peu devoir de faire un état des lieux, mais juste pour se rappeler qu'en fait, si je joue de la musique, c'est parce que je kiffe en écouter, tu vois. Et donc, c'est pas compliqué en soi, mais ça demande une vigilance en continu. Ça demande d'aller voir des concerts de gens que tu connais pas, d'écouter tout le temps des nouveautés. Ça demande de pas se reposer sur ses acquis, de toujours se mettre en danger et d'être sur un fil. Et c'est ce fil qui est terrifiant, parce que quand on se rend compte qu'il n'y a rien en dessous, on peut bader, mais c'est ce fil qui rend le métier excitant aussi. J'avais une question de Toum qui disait est-ce que porter des lunettes de soleil tout le temps, ça ne te rend pas plus sensible?
À la lumière. Ouais. En fait, c'est la Non, question. Tu voyais c'est marrant. vraiment quelque chose avec Euh, Ou c'est tout au talent Des fois, je galère un peu sur scène. Ouais, bah parce qu'il fait très j'imagine. sombre. Notamment quand tu as une barre ici et qu'elle est pile sur les touches du piano ou les doigts de la guitare. Après, non, j'ai des yeux bleus, donc je suis sensible à la lumière de base et je porte des lunettes de soleil souvent et aussi parce que ça me rend, comment dire, je kiffe. J'allais dire ça me rend, mais je sais pas où cette phrase m'amenait. Ça me rend plutôt BG. Ça me rend plutôt Je suis BG. plutôt BG, alors j'ai essayé de rester avec Ça mes lunettes. m'amuse de porter, donc j'ai plein de paires de lunettes, genre beaucoup. Et ça m'amuse de trouver la bonne paire qui va avec les bonnes fringues. Un petit côté sap qui commence Il y en à a, ils sont s'installer. très fans de stylo ou de montre. Toi, c'est les lunettes. Et bah écoute, finalement, ouais. Et puis je travaille avec une marque nantaise aussi, Binocle, que j'embrasse Ah. très fort. C'était mes lunettes de soleil avant. Voilà. Et bah maintenant, ils font une partie de la production à Chantenay, figure-toi. Ils ont fait une super collab avec le Hellfest où j'ai les à fait. éditions limitées Les Binocle James, Hellfest. ouais, Exactement. qui sont UV polarisé 4. ouais. Il est au taquet. On aurait pu vous inviter pour le colloque sur les lunettes de soleil, Dida. Bah oui, moi je peux te parler de... Je suis linétaphile, comme on dit. Ça veut dire Eh j'aime ben, les je lunettes. savais pas. Moi, je trouve ça trop chouette. Ouais, j'adore ça. Lunettes à fil. Bah toi, c'est les montres, moi, c'est les lunettes. Alors, moi, il y a c'est trop comme de ça. trucs. Hein. Trop Ouais, de trucs, les ouais. montres, les vieilles voitures, il y a plein de trucs. Mais moi, je crois que je suis quelqu'un juste de passionné tout le temps. J'attends juste que les gens me disent ah, t'es chiant, putain. Arrête, Alex. Voilà. Ça Bah va. c'est ça. Moi, je sais que j'adore que quelqu'un me parle de sa passion. Et c'est pour ça que tu vas me parler de ça juste après. En fait, on va couper, mais nous, on va continuer pendant 1 heure où c'est toi qui vas me parler un peu de tes passions. On va inverser Ouais, à C'est l'émission ça. après. Et puis la prochaine fois, je reviendrai, je te parlerai de Donjons et Dragons aussi. Parce que Eh ben, ça, c'est on une fera ça. dinguerie. Les jeux de rôle, dinguerie. Et ben, vous savez quoi? On réinvitera notre cher ami PV Nova. Avec mes petits dioramas, j'ai des décors. Oh, tu sais quoi? Ah, quand tu veux, on fait ça. On fait pas un guest. Pierre, Tu ça voudrais te tente? On fait une spéciale Donjons et Dragons? Oui. Ah, Vous vous savez laissez quoi? On prend ici, on posera les micros comme ça et on se fait un truc spécial On joue jeu de société. On peut jouer hein, à Donjons et Dragons. Ah ouais, si- mais vas-y. si je fais un scénar et qu'on masterise. Bon, c'est un peu de temps. Et bah, ou ça, ou est-ce Ouais. que, ou ça, ou un jeu de société, ou peu importe. Tu sais quoi? T'en dirais vraiment l'idée de fin de soirée où genre, ok, bon, il reste 30 secondes, qu'est-ce qu'on fait? On organise une campagne. On organise une grosse truc, voilà. Non, mais voilà, moi je suis super chaud. Tu choisis une date, on la trouve Ouais, on peut se ensemble. marrer, ouais. Les studios sont pas loin et on se fait un plaisir. Ça va finir en émission hebdo, Pierre. Je le sens. Cette semaine, dans les jeux, ouais, ça fait marrer Ouais, bah, notre réalisateur. Faut réaliser, faudrait faire quelque chose qui est rigolo, qui sort un peu des sentiers battus et s'amuser. Si, Bon, il y a longtemps, j'avais eu envie de faire en live la présentation Mais d'un si tu fais ça- jeu de société toutes les semaines. Waouh. Ouais. Et après, j'ai dit calme-toi quand même, parce que c'est un sacré boulot. Ouais. Mais voilà, c'est le genre de truc que je trouve très très cool. Je suis très jeu de société aussi. Bah, de toute façon, tu fais du RP. Enfin, le RP, c'est le Ah bah, roleplay. c'est du rôle. roleplay, jeu de rôle. C'est Et puis moi, j'adore exactement le pareil. jeu de société tout court. J'adore le jeu avec les enfants, avec mes enfants, leur faire découvrir des jeux, Ouais. des histoires en coopératif, l'un contre l'autre, etc. Je trouve ça très cool. Bah, quelle folie, ouais. Oh là là. Quelle folie. Et petite parenthèse, puisque c'est demain, il y a des copains de chez Accessis Jeux, qui est une association qui rend le jeu de société accessible notamment aux malvoyants, qui font ce qu'ils appellent le Blague Friday, qui est un live caritatif à partir de demain soir sur la chaîne de Philibert. C'est en partenariat avec le jeu Philibert. Super petite initiative caritative à suivre, avec plein de jeux en direct, plein de trucs, des lots, Ah, des trop bien. tombolas, et c'est pour une bonne cause, pour démocratiser le jeu de société à ceux qui ne pouvaient pas, à ceux et celles qui ne pourraient pas en temps normal. Et bah la modération va vous mettre ça tout de suite dans le chat. La modération en sueur qui dit attends, j'ai pas entendu. Eh Qu'est-ce qu'il y a attends, il est con, J'ai c'est dit Alex, live il est con. Twitch. Vous Oh, connaissez bah, Twitch Voilà. Twitch, vous connaissez Twitch. C'est Philibert, je crois, la chaîne. Et ben on arrive en fin d'émission. C'est Oh passé my God. vite, hein, comme quoi ça va vite. Et ben on en refera une autre. On se fera une. De toute façon, on n'est pas très loin. On devrait pouvoir, Oui, quand oui. on a envie de faire des projets comme ça. Merci beaucoup à toi Merci d'avoir été notre à toi et à invité vous, hein. sur ce guest, mesdames et messieurs. Et ben, vous pourrez retrouver l'émission dès demain en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Merci à Vanny à la communication, Pierre à la réalisation, les équipes de New Voice et d'ACA Production. Merci beaucoup PV d'avoir été notre invité. Merci à toi, c'était trop cool. Bah, Et bah, merci pour on va falloir l'invitation. recaler des trucs. Hein. Mesdames et messieurs, merci à vous, bonne soirée, à bientôt. Et puis le prochain guest, c'est dans 15 jours. Salut, demain il y aura du RP. Et à plus.